Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus pour ce conseil municipal. J'indique que le prochain conseil municipal aura lieu certainement le 16 novembre. Donc vous pouvez déjà en prendre note. Donc le quorum est atteint. Je vais faire l'appel. Pierre-Alain Roiron, Christophe Baudrier, Laurence Leroulet, Fabrice Ruel, Edia Ganet, absent, pouvoir Armel Cousseau, Gilles Bouffin, absent, pouvoir Pierre-Alain Roiron, Nathalie Félion, Laurent Escante, Annie Guédès, Monique Masfran, Pierrette Courvoisier, Jocelyne Thierry, Jean-Luc Claveau, Chantal Tillet, Samuel Delaval, William Dieu, Sébastien Chevreau, Alexandra de Barros, Armel Cousseau, Nicolas Garand, Julien Martins, Mélanie Darnaud, excusez-moi, Catherine Bureau, Véronique Gadré, Stéphane Texera, Sylvie Frémont, Benjamin Philippon, Fabien Ron, pouvoir Benjamin Philippon et Abed Pires. Donc, le quorum est atteint. Donc, je vais ouvrir la séance. Indiquer l'ordre du jour, désignation de délégués au sein du parc naturel régional, élection du renouvellement des membres de la commission de contrôle électoral, commission communale des impôts directs, nos représentants pour la commission des impôts directs à l'intercommunalité, une question des ressources humaines, question d'une garantie d'emprunt auprès de Val Touraine Habitat, la vente d'un logement de Touraine Logement, une convention de mise à disposition d'un matériel pour cette salle, le développement territorial, la vente d'un terrain à la Douve et aussi la cession de l'EHPAD. Voilà ce que je pouvais indiquer pour l'ordre du jour. Donc on va d'abord passer à la désignation des délégués auprès du parc naturel régional. Donc nous revenons sur une délibération que nous avions prise le secrétaire de séance. Je propose à Alexandra de Barros d'être secrétaire de séance. Oui. Très bien, merci. Oui, merci, monsieur Pires. Approbation du conseil municipal du 27 juillet. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, ce n'est pas des questions, c'est juste 2-3 remarques qui n'appelleront sans doute pas de modification. Toutefois, donc la première concerne la délibération 2055 sur les subventions, où il est noté que M. Escande Laurent, président de l'association, n'a pas participé au vote. Et donc ma question était de savoir si parmi l'ensemble des associations, n'y avait-il pas d'autres personnes présentes soit sur les conseils d'administration, sur les bureaux, qui faisaient partie d'autres associations. Voilà. Donc afin d'éviter éventuellement d'autres problèmes. Vous voulez que je vous réponde?
Oui, si vous voulez. M. Escande était président à ce moment-là d'une association, donc il ne pouvait pas y participer. Il me semble que c'était le seul président ou trésorier, mais peut-être que j'ai tort, et je le reconnais très volontiers, qui soit membre du conseil municipal. Je ne pense pas qu'un membre du conseil d'administration, cela pose problème. Je pense qu'un dirigeant, aussi président ou trésorier, cela pose problème, donc il ne faut pas qu'il vote. Voilà. Donc, mais par contre, pour le restant, je pense que cela est différent. Ok, oui, très bien. Alors, moi, je suis bien devenir président, mais depuis au moins 15 ans, je demande la présidence. Subvention, oui, je sais, Monique. Merci. L'autre point concernait la délibération 2061 sur les ressources humaines. Alors c'est vrai que j'ai vu que dans le compte-rendu, donc il y a beaucoup plus de choses, ou en tout cas c'est bien plus détaillé que ça ne l'était lors de la délibération. Toutefois, on ne voit pas apparaître ni les critères, encore une fois. Alors le nominatif, je sais que ça peut représenter un certain nombre de problèmes, mais les critères, je pense que ça aurait été bien de pouvoir l'indiquer sur ce compte-rendu. Voilà, sur les critères d'attribution. Et enfin, le dernier petit point concernait la délibération d'après, la 2020-63, sur l'autorisation au maire à recruter un apprenti, juste pour, et on en avait discuté au moment de la délibération, on est là sur un diplôme de niveau 4, un baccalauréat professionnel, et que l'importance du tuteur ne se discute pas, et qu'il aurait été bien, si ce n'est de le nommer, tout du moins d'indiquer voilà, la prise en charge par un tuteur compétent de ce jeune apprenti, parce que je me souviens qu'il y a quelques années de cela, un jeune qui préparait un BTS comptabilité, malheureusement avait échoué lors du passage du diplôme, et sans doute parce que le tutorat avait été insuffisant. Donc voilà, je voulais signaler cela. Merci. Merci. Donc nous allons passer au vote. Qui est contre ce compte-rendu? Qui s'abstient? Merci, à l'unanimité. Donc, désignation des délégués auprès du parc naturel régional. Nous pensions que nous avions 2 délégués, mais parce que sur le mandat précédent, nous avions conservé le mandat de la commune de Langeais et le mandat pour le délégué de la commune des Essarts. Maintenant que nous avons fusion, nous n'avons plus qu'un conseiller titulaire et un conseiller suppléant. Donc, pour le conseiller titulaire, je propose que ce soit Edia Gagné, et pour le suppléant, que ce soit Armel Oussou. Et par ailleurs, il n'y a plus de délégué aux synthèses, parce que cela se joue maintenant au niveau de l'intercommunalité. Voilà, y a-t-il des questions? Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Délibération suivante, il s'agit de l'élection des membres de la commission de contrôle des listes électorales. Il faut qu'il y ait 3 conseillers municipaux ayant obtenu le plus grand nombre de sièges pris dans l'ordre parmi les membres prêts à participer aux travaux de cette commission, 2 conseillers municipaux appartenant respectivement aux 2 autres listes concurrentes. Donc, je vous propose qu'il y ait Mme Masfranc avec Mme Tillier en suppléant, Mme Courvoisier avec Samuel de Laval en suppléant, Jocelyne Thierry en titulaire et William Dieu en suppléant. Et pour la 2e liste, Mme Bureau et Mme Véronique Adré. Pour la 3e liste, M. Pires. Oui, je vous en prie, monsieur. Je suis un petit peu surpris que... Voilà, c'est bien que vous proposiez des personnes de notre groupe. Avant de mettre leur nom, il aurait fallu peut-être leur demander. Donc en ce qui nous concerne, je serai titulaire et Mme Gadret sera suppléante. Très bien. C'était une proposition. Voilà. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Unanimité. Maintenant, il s'agit de renouvellement de la commission communale des impôts. Donc, après les élections municipales, il y a
Alors attendez, donc pour la délibération qui vient d'être votée, ça doit être Madame Gadret, c'est ça? Madame Bureau, forcément? C'est ce... Je ne savais pas. Voilà, je suis désolé. Écoutez, écoutez, je vais vous dire, on va la repasser à la fin. Oui. On va rechercher comme ça. Hein, voilà. Moi, si on avait mis ça, c'est que ça devait avoir un sens, mais voilà, il n'y a pas de souci, on la repasse à la fin et on met le nom, si c'est le vôtre qui est possible, c'est le vôtre, si c'est pas possible, c'est ainsi. Renouvellement de la commission communale des impôts directs. Il convient de procéder à la constitution d'une nouvelle commission. 8 commissaires tutélaires ainsi que 8 suppléants sont désignés par la direction départementale de la DGFiP d'Indre-et-Loire sur proposition d'une liste de contribuables en nombre double, c'est-à-dire qu'on doit avoir 16 titulaires et 16 suppléants qui sont dressés par le conseil municipal. Il est précisé que la durée du mandat des membres est la même que celle du conseil municipal. Donc il y a 32 candidats. Je propose, pour avoir eu M. Chotan, qu'il passe en suppléant et que M. Nardinois devienne titulaire. Après, vous voyez les noms. Je n'ai pas besoin des gens qui ont œuvré et qui œuvrent toujours dans la commune. Oui, M. Texera? Oui, moi je suis dessus et je trouve ça un petit peu bizarre parce que moi j'ai absolument pas demandé à y être. J'en ai déjà fait 18 ans de commission des impôts, donc à chaque fois on m'a demandé mon avis. Là vous sortez une liste qui me semble énormément, ça ressemble à celle d'il y a 12 ans, avec les mêmes personnes, en sachant que moi j'ai pas envie de recommencer, donc je vois pas comment vous faites. Après, je sais que Madame Benon ne veut pas y aller non plus, parce qu'elle a déménagé, donc elle n'habite plus dans Gênes, elle ne veut plus être ici. Je savais que M. Chotan ne voulait pas y être non plus, parce que je l'ai eu aussi au téléphone. Non, je l'ai allé chez lui. Oui, non, mais moi je l'ai eu au téléphone, il m'a dit qu'il ne voulait pas y être. Madame de Bernard ne veut pas y être non plus. Donc je trouve ça... Enfin, je ne sais pas comment vous faites la liste pour... C'est quand même un truc qui est important, les impôts, et je pense que pour siéger, déjà que chaque fois qu'il y a des commissions des impôts, c'est quand même très difficile d'arriver à avoir le quorum, parce qu'il manque toujours la moitié du monde. Alors si en plus les gens qui sont élus ne veulent pas y aller, ça va devenir un peu compliqué. Alors moi je voudrais simplement que cette délibération elle soit annulée, et puis qu'on la reporte avec des gens qui ont vraiment envie d'y aller. Alors, on a repris des gens qu'on a contactés pour un certain nombre. Pour un certain nombre d'autres personnes, ce sont des gens qui avaient l'habitude, comme vous le faites, comme vous l'avez dit, mais c'est vrai que pour X et X raisons, vous n'y avez pas toujours participé. Donc, c'était pour ça que nous souhaitions... Si, moi, quand je suis de quelque part, je participe. J'ai toujours participé aux commissions des impôts, et ça a toujours été un gros problème en général pour arriver à réunir le quorum. Il faut passer les coups de téléphone parce que les gens ne sont pas là. Mais ce que je veux dire, moi, c'est que là, vous faites une liste, et en fait, les gens qui sont dedans, je suis sûr qu'on en appelle la moitié ne sont pas au courant. Donc je trouve ça un peu dommage quand même. Je pense que pour créer la commission, vous appelez d'abord les gens, et après... C'est ce qui a été fait pour un certain nombre qu'on a pu avoir au téléphone. Peut-être, mais moi je suis dans l'annuaire, et j'ai pas été appelé. Mais vous êtes conseiller municipal, donc on pensait que ça vous faisait l'honneur d'être à cette commission. Oui, mais j'en ai fait 18 ans. Donc, enfin, monsieur Vaudier-Michel n'est pas conseiller municipal, il n'a pas été appelé non plus. Donc effectivement, je rejoins Stéphane, je pense qu'il y a un certain nombre de personnes qui n'ont pas été contactées, que la moindre des choses, quand même, c'est de les prévenir, de les informer qu'ils risquent de participer à une commission importante en plus. Moi, personnellement, je trouve qu'en l'État, on ne peut pas voter un truc comme ça. Je veux dire, les gens ne sont pas au courant, on ne peut pas imposer aux gens d'aller sur une commission auquel ils n'ont pas envie. Écoutez, on doit faire ça dans les 2 mois qui suivent l'élection du conseil municipal. Il y a des gens qu'on a pu joindre, et d'autres qu'on n'a pas pu joindre. Après, comme vous le savez, il y a simplement 8 personnes sur cette liste de 16 qui seront retenues. Ouais, moi, chaque fois que j'ai joué, là, j'ai gagné. Hein. Chaque fois, j'ai été élu. Donc, je sens que connaissant, je veux dire, ils sont pas fous, ils vont voir que je connais le système, et voilà. Donc, après, si on m'avait demandé personnellement, là, j'ai pas franchement envie d'y aller parce qu'on m'a pas demandé mon avis. Si on m'avait téléphoné, j'aurais peut-être dit oui.
parce que j'ai pas tendance à dire non pour ce genre de truc. Mais là, je trouve la façon dont c'est fait, je trouve que c'est mal fait. Donc je vois pas comment on peut voter quelque chose où les gens sont pas au courant. Donc là, moi, je suis désolé. Je participerai pas à ce vote de toute façon. C'est pas possible. D'accord, j'entends. Donc nous devons faire, soit nous votons ce soir, soit nous devons faire un conseil municipal avant le 3 octobre. Donc je propose qu'on vote ce soir. Voilà. Très bien. Donc, vous ne voulez pas non plus être suppléant? Non, parce que non, vous m'avez pas demandé mon avis. D'accord, très bien. Ok. Parce que là, Ok. Oui, monsieur, des gens, je suis pas d'accord. monsieur Philippon. Oui. Vous nous dites que si il y a 8 personnes, qu'il n'y aurait que 8 personnes qui participeraient à cette commission, comment est-ce qu'on va faire si dans le lot, on n'arrive même pas à trouver 8 personnes qui veulent participer? Si, dans le lot, il y aura... Visiblement, vous n'en avez pas sondé beaucoup, parce que là, déjà, on vous a donné quelques exemples de personnes qui ne voulaient pas siéger. Je pourrais donner d'autres personnes. Allez-y. Écoutez, Madame Lette, Monsieur Goubin, Monsieur Maté, Madame Masfranc, Madame Pelletier, Monsieur Marceau, Monsieur Résineau, Monsieur Gerbier, voilà, dans les titulaires qu'on a vus. Dans les suppliants, il y a aussi un certain nombre de personnes qu'on a contactées. Vous comprenez bien quand même que c'est gênant d'élire des personnes qui n'ont pas été candidats pour occuper ce poste-là. Enfin, après, c'est la règle qui fait qu'on doit être à la commission communale des impôts directs. Ça qui est une commission des impôts directs, ça, je ne remets pas en cause le principe. Ce qui me gêne un petit peu, c'est de venir voter pour des personnes qui ne souhaitent pas siéger dans cette commission. Et à ce moment-là, si elles ne peuvent pas, M. Pio, par exemple, si elles ne souhaitent pas l'être... Moi, je proposerais, puisque les élus de la majorité sont tous présents ici, qu'on mette plutôt le nom des élus de la majorité. Et de l'opposition, parce que ça doit être... Et de l'opposition pour ceux qui souhaitent le faire. J'entends. Madame Benon, je peux la remplacer par Madame... Madame Gadret? Non. Bon. Madame Bureau, peut-être? Non plus. Monsieur Philippon? Non plus. D'accord? Vous non plus. Donc, je vois que l'esprit fait que, voilà, bien, on ne pourra pas indiquer qu'on n'avait pas voulu mettre les... Non, mais vous pouvez proposer à quelqu'un de votre majorité. Bien sûr. Eh bien, je propose à Mme Le Roulet. Voilà. Elle n'a pas donné son accord, si. Laurence. Voilà. Voilà, c'est les celles que je vois. Monsieur Texera aussi. Eh bien, Monsieur Texera, il pourra remplacé par Monsieur Dieu. Ah non, Monsieur Dieu était dans les suppléants. Par Monsieur Martins, Julien Martins. Non, Monsieur Dieu, il n'est pas dans les suppléants. William, tu veux y aller? Si vous voulez, on peut faire une suspension de séance pour que vous accordiez vos nom avec notre majorité. Voilà. Donc on a remplacé Mme Benon et M. Texera. Nous, on ne participera pas au vote. Très bien. Non, mais dans la mesure où on n'a pas la garantie que les autres ont bien donné leur accord. Merci, on a compris. Donc on va passer. Si vous aviez compris, vous remettriez et monsieur Vautier sera remplacé par Armel Rousseau. Je ne suis pas certain que M. Dutertre souhaite aussi être candidat. Voilà. Vous l'avez eu au téléphone, M. Dutertre? Donc, on va passer au vote. Monsieur Rouen, vous l'avez eu au téléphone, M. Dutertre, pour qu'il donne son accord? Donc, on va passer au vote. Monsieur Rouen, je vous ai posé une question, je ne parle peut-être pas assez fort. Vous avez donné votre... Monsieur Dutertre vous a donné son accord pour faire partie de la commission? Ce n'est pas à moi, c'est les services qui s'en sont occupés. Voilà, ce n'est pas moi directement qui ai fait les appels. Voilà. Mais direct. Madame de Bernard, pareil. Alors, qui est contre? Une personne contre? Autrement? On n'a pas attendu. Qui s'abstient? Pas de prise au vote. Donc, un vote contre.
dans la réglementation, c'est ça, mais c'est pas grave. On note dans la réglementation, quand on ne prend pas part au vote, c'est qu'on accepte. Et c'est noté, bien évidemment, que vous n'avez pas pris part au vote. Donc, désignation à la commission intercommunale des impôts directs. Je propose à Mme Masfranc, qui a bien évidemment accepté, et à M. Rézineau d'être son suppléant, qui a aussi accepté. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Maintenant... Nous, on ne prend pas part au vote non plus. Je ne sais pas si M. Rézineau est vraiment... D'accord. Oui, je vous remercie. Donc, M. Pires, vous votez pour? Oui, oui. Vous votez pour, d'accord. Si les deux sont d'accord, mais Mme Masson est là, donc après il est d'accord, on interrogera M. Rézineau. Oui, vous pouvez l'interroger. Pas de souci. Ça lui fera plaisir que vous l'appeliez. Oui. Des ressources humaines, Laurence. Alors, il s'agit de l'adhésion au contrat groupe souscrit par le Centre de gestion d'Indre-et-Loire, couvrant les risques financiers encourus par les collectivités en vertu de leur obligation à l'écart de leur personnel. Le maire rappelle que la ville de Langeais, par délibération du 13 janvier, a chargé le Centre de gestion de la fonction publique territoriale d'Indre-et-Loire d'organiser pour son compte une consultation en vue de construire un contrat d'assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge. Je vais essayer de résumer un petit peu parce que la délibération est assez longue. Donc, le maire expose que le centre de gestion a communiqué à la ville de Langeais les résultats de la consultation organisée dans le courant du premier semestre 2020. Donc, il est proposé au conseil municipal, article 1, d'adhérer au contrat groupe d'assurance statutaire souscrit par le centre de gestion d'Indre-et-Loire pour les années 2021 à 2024 aux conditions suivantes. Donc, je vous laisserai lire la compagnie d'assurance retenue qui est CNP Assurance. La catégorie de personnel assuré et taux cotisation retenue et garantie souscrite. Donc, le personnel assuré, c'est les agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL. Donc, les risques assurés, vous les avez après, c'est les décès, les accidents de service, la longue maladie et la longue durée, et l'incapacité. Donc, le taux global est de 6,58%. L'assiette de cotisation, donc le traitement indiciaire brut est d'1 167 060 €. Donc la nouvelle bonification indiciaire MBI, le suppléant familial de traitement, les primes, indemnités ou gratifications versées à l'exclusion de celles affectées à des remboursements de frais, les charges patronales, et prend acte que l'adhésion au contrat groupe donne lieu au versement d'une participation financière appelée frais de gestion auprès du centre de gestion d'Indre-et-Loire dont le montant s'élève à un pourcentage de la masse salariale assurée hors charges patronales. Article 2. Le conseil municipal autorise le maire ou son représentant à prendre et à signer la convention en résultant et tout acte y afférent. Article 3. Le maire a délégation pour résilier, si besoin, le contrat d'assurance statutaire en cours. Merci. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Donc nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Unanimité. Fabrice? Voilà, donc nous sommes sur la délibération 93 sur Val Thorens Habitat, c'est une garantie d'emprunt qui a déjà été présentée en date du 27 juillet 2020. Et donc le seul écart, c'est le numéro du prêt qui a changé, donc qui est passé à 112 710. C'est la seule différence. Donc je rappelle simplement que c'est un prêt réalisé par Val Thorens Habitat pour les 11 logements qui sont situés à Clémortier, 4 en PLAI et 7 en PLUS. Et donc ce montant est de 681 234 € décomposé, donc ça vous les avez dans les annexes, de 206 693 € sur une durée de 50 ans, 425 441 € pour une durée de 40 ans et 49 000 € pour une durée de 50 ans qui fait un total de 680 234. Voilà, donc ça c'est la garantie qui sera prise sur toute la durée du prêt. Donc il est proposé au conseil municipal d'émettre un avis favorable à la garantie d'emprunt, d'autoriser le maire à signer la convention de garantie, à intervenir entre la ville de Langeais et Val Thorens Habitat. Vous avez donc ça en annexe, et tout acte y afférent. Merci. Y a-t-il des questions? Oui, alors ce n'est pas une question, c'est juste une petite remarque, parce que c'est vrai que ça fait quand même pas mal de temps qu'on s'engage aux côtés de Val Thorens Habitat, et qu'il serait peut-être intéressant de faire un récapitulatif
du volume financier pour lequel la commune s'est engagée auprès de Val Thorens Habitat. Ce qui ne serait pas intéressant parce que c'est un opérateur comme un autre, on ne sait jamais. Un jour, voilà, je n'imagine pas et je ne le souhaite pas, mais sait-on jamais ce qui pourrait... Enfin voilà, ça serait bien que le conseil municipal soit informé du montant total. Merci. Avec, d'un autre côté, si on va jusqu'à l'information, moi je n'y suis pas du tout opposé, loin s'en faut, que l'on indique aussi où on en est aujourd'hui dans le remboursement des emprunts. C'est-à-dire que lorsque nous avons la collectivité, il y a 15, 20 ans ou 30 ans, est venue garantir un certain nombre d'emprunts, dire où nous en sommes aussi sur le remboursement. Parce qu'il ne s'agit pas simplement d'actualiser des sommes par rapport à un moment, mais si on veut, comme on pourrait dire, la vérité des vérités, il faut aller jusqu'au bout. Voilà, bien sûr, cela doit pouvoir se faire. Il faudra bien évidemment qu'on demande aussi à l'opérateur, que vous venez d'évoquer, le fait de savoir où ils en sont dans leur remboursement. Je sais qu'il y a eu des renégociations aussi d'un certain nombre de prêts qu'ils avaient fait, mais il faut faire aussi la même chose pour le deuxième opérateur de logement social qui s'appelle Touraine Logement. On tâchera de trouver la façon de le faire. Je ne vous le promets pas pour le conseil municipal prochain, mais on essaiera de le faire et de le faire parvenir. Voilà. Qui est contre? Qui? Vous êtes contre? 6 contre. Qui s'abstient? 6 contre. 23 pour. Maintenant, il s'agit d'une vente d'un logement conventionné, 11 allée des Tuyas à Langeais. Fabrice. Voilà, vous savez que les bailleurs sociaux ont l'autorisation de vendre une partie de leur parc social. Et donc là, on a tout à fait la preuve. On construit des logements sur la ville de Langeais, mais si on est capable d'en vendre à la population. Donc c'est un petit logement qui est situé, enfin un logement qui est situé 11 allées des Tuyas à Langeais. Vous avez sa description en annexe, donc c'est un type 3, surface 73 mètres carrés, avec un garage à coller. Il y a un terrain de 380 mètres carrés environ. Donc ça, c'est les surfaces approximatives. Voilà, et donc le prix de vente a été fixé conformément à l'article L443-12 à 102 000 € net vendeur. Voilà, donc le maire indique qu'il convient que le conseil municipal émette un avis sur ce projet de cession. Et donc il est proposé au conseil municipal d'émettre un avis sur le projet de la vente d'un logement HLM situé 11 allées des Tuyas, évidemment à Langeais, et d'autoriser le maire à signer tout acte y afférent. Sachant que c'est le locataire qui est prioritaire, après c'est une personne du parc locatif de Touraine Logement ouvert à tout le parc locatif. Et après, s'il n'y a pas d'acheteur, c'est vendu dans le privé. Voilà. Voilà. Alors s'il faut émettre un avis, moi je vais pouvoir émettre un avis. Je ne sais pas si autour de la table, vous êtes allés voir de quel logement on parle. Quand je pense par exemple à la maison du gardien de l'EHPAD qui a été vendue un petit peu plus haut que cette somme, mais légèrement plus, et quand on voit cette maison-là à 102 000 €, j'imagine que la personne qui est dedans, donc si elle habite un logement social, c'est qu'en termes de revenus, ça ne va pas être exorbitant. Alors, j'espère pour elle qu'elle pourra l'acquérir, mais très honnêtement, y compris face aux maisons qu'il aborde à droite et à gauche, c'est un habitat qui me paraît, un prix surélevé par rapport aux produits vendus. Alors je ne sais pas comment ils ont estimé, mais 102 000 € pour la maison que c'est, je vous invite à aller voir véritablement, et les matériaux, les matériaux dont je parlais sur la maison du gardien sont tout autres que cela, et ça me paraît véritablement exorbitant pour la maison que c'est. Alors, bon, je sais pas, mais moi j'émettrais un avis défavorable, parce que si véritablement la volonté du bailleur c'est de pouvoir... on n'oublie pas que les locataires successifs ont déjà payé ce bien, ce bien est déjà amorti sur les bailleurs successifs, sur les locataires successifs qui sont succédés dans cette maison. Là aujourd'hui je trouve que 102 000 € pour une petite maison, alors certes il y a 380 mètres carrés de terrain, véritablement, parce qu'encore si c'était une des maisons à étage, on pourrait dire que ça présenterait un intérêt, mais là même pas. C'est vraiment
un petit bout de maison à 102 000 €, ça me paraît surdimensionné. C'est même pas le prix en centre-ville. Alors ça, les prix sont fixés par, comme je disais, l'article L443 du Code de l'Europe, le code qui fait référence. Enfin, c'est l'article, il autorise juste à vendre, etc. Après, Oui, après le prix. oui, mais enfin, c'est lui quand même qui fixe une partie du montant en fonction de l'assurance habitable. Ça veut bien dire qu'après, de toute façon, c'est une mise en vente qui est faite. Et après, une fois que s'il n'est pas vendu, eh bien, ils baisseront le prix. Voilà. En fait, l'estimation, c'est 73 mètres carrés. Voilà, 380 mètres carrés de terrain. C'est vrai que effectivement, 102 000 €, sachant qu'il n'y a pas de travaux à faire à l'intérieur. A priori, c'est ce qu'ils ont dit. Alors que quand même la maison du garde-barrière, il y avait quand même des travaux importants à faire. Du garde-barrière. La maison de l'EHPAD, il y avait quand même beaucoup de travaux à faire. Donc après, le montant final et global est un peu différent. On est plutôt sur la maison de l'EHPAD, plutôt à hauteur avec les travaux de 150 160 000 €. Voilà. Très bien, c'est comme vous le savez, les bailleurs sociaux qui, au bout d'une trentaine d'années, quand les prêts sont amortis, peuvent vendre une partie de leur... il y a un immeuble que Val Thorens Habitat a été vendu il y a quelques années, et puis là, et on l'a régulièrement au conseil municipal, tout un logement qui vend de son immobilier. Voilà, Oui, mais ça, il n'y a pas de problème voilà. là-dessus. Mais moi, j'ai assisté à des ventes, par exemple, de tours habitat sur des appartements en centre-ville, etc. On n'est pas dans le même ratio. Là, 73 mètres carrés habitables, vous divisez par 102 000 € par 73 mètres carrés, vous voyez combien revient le mètre carré. Je trouve, pour ce genre de produit, c'est excessivement cher. Et on n'oublie pas d'où vient ce logement, quoi. C'est-à-dire l'histoire de ce logement qui a été payé par les locataires, qui à son origine de construction a reçu des subventions publiques. Enfin, moi je trouve que là, c'est un peu too much. Bon, bref. Voilà. Après, je peux entendre très bien cela, mais ce qu'il faut savoir, c'est que tous les logements qui sont des logements d'habitat social ont tous reçu, plus ou moins d'ailleurs, des subventionnements. Tous les logements ont été payés aussi par les locataires. Voilà. Après, sur le prix, il peut paraître excessif. Je ne suis pas loin de penser une chose égale, mais c'est la proposition qui a été faite par Touraine Logement. Voilà, ce n'est pas nous qui avons fait le coup, vous le savez bien. Voilà. D'abord, on donne un avis, mais même si on s'y opposait, Touraine Logement pourrait le vendre. Hein, je l'indique, c'est simplement comme ça que le code est fait. Voilà. Qui est contre? Oui, bien sûr, j'entends. Qui s'abstient? Merci. Maintenant, Nathalie Félion, concernant une convention de mise à disposition d'une sonorisation pour ce lieu. Il s'agit d'un contrat de mise à disposition de matériel de sonorisation entre la ville de Langeais et l'association Les Îlots Électroniques, qui sont sur Tours. Les Îlots Électroniques, cette association est organisatrice de festivals l'été, et donc a besoin du matériel de sonorisation de juin à fin août, début septembre. Et donc, elle est propriétaire du système son et elle s'engage à mettre ce système son à disposition dans la salle inox. Moyennant en fait un tarif de 500 € lors de son utilisation, lorsque nous utiliserons en fait ce système son. Le système son a une valeur de 40 000 €. Et en fait, donc c'est l'association qui installera ici le système et qui le désinstallera au mois de juin lorsqu'elle voudra le récupérer. Voilà, donc il est proposé au conseil municipal d'autoriser le maire à signer la convention de mise à disposition de matériel de sonorisation dans la salle inox, à intervenir entre la commune de Langeais et l'association Les Îlots Électroniques, d'autoriser le maire à signer tout acte y afférent. Très bien. Y a-t-il des questions? Oui. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir un peu les caractéristiques techniques de ce système son? Parce que là, on est à inox et on voit qu'il y a un système son.
puisqu'on nous entend quand on parle dans le micro. Alors, donc, est-ce qu'on pourrait juste avoir les caractéristiques techniques et à quoi servira, pour quel type de spectacle servira ce système son? Ce système son, parce que le système son que vous voyez ici, il nous appartient, là, les deux petites enceintes appartiennent à la salle, mais les deux grosses enceintes, ça c'est le système son justement qui a été installé par les îlots pour le concert de l'ouverture de la saison culturelle. Ça, c'était pas nous. On n'a pas nous, on n'est pas propriétaire de ce système son. On loue quand on loue. D'ailleurs, habituellement, on loue à Saint-Denis pour vous faire. Il faut quand même que je vous fasse la comparaison. Quand on loue ce genre de système pour un concert dont nous avons besoin, ça nous coûte à Saint-Denis 662 € le matériel. Là, aujourd'hui, les îlots nous proposent un tarif de 500 € pour le même matériel, sachant que nous, après, on a besoin d'un technicien pour mettre en place ce système, et grosso modo, ça nous coûte 380 €. Donc en fait, habituellement, lorsque l'on fait appel à cette sonorisation plus le coût technique, ça nous coûte 1 000 €. Là, on sera à 500 € puisque le matériel sera installé. Parce qu'à savoir que si les îlots ont besoin pendant l'année de ce matériel, c'est à leur charge. C'est eux qui viennent chercher le matériel et qui le réinstallent après sans aucun coût pour la ville. Oui, c'est bien stipulé dans la convention, donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais bon, puisqu'on est en début de mandat, qu'on a 6 ans, que ce système son et la régie, on en parle depuis la création de cette salle, est-ce qu'il ne serait pas temps aujourd'hui de mener une autre réflexion en se disant voilà, que cette salle, de toute façon, elle a besoin d'un équipement son, que d'être tributaire d'une organisation associative, si je comprends bien, puisque les îlots, et on sait la durée de vie d'une association et sa fragilité également, est-ce qu'il ne serait pas temps de réfléchir sur l'équipement de cette salle, aussi bien sur le plan matériel que sur le plan humain, puisque maintenant, depuis son ouverture, on fonctionne au coup par coup sur des prestations de service avec une personne qui est à la régie ce soir, qui lui ne l'installe pas dans une situation très confortable et qui met la ville, encore une fois je le redis, dans une situation pas très confortable non plus. Le deal de départ était, puisque l'objet même de cette salle était la pluralité des animations qu'il pouvait y avoir dedans, en tout cas ça. Et donc depuis le début, on dit qu'il faudrait équiper cette salle à la fois de son et d'humain. Et aujourd'hui, on est encore dans la recherche de quelque chose qui va peut-être être très bien. Moi, je ne doute pas de la qualité de ce prestataire, je ne doute pas de tout ça. J'ai vu que si on en avait besoin et que lui en avait besoin, ben c'est nous qui avions le dessus, etc. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais aujourd'hui, est-ce que cette salle ne pourrait pas être équipée d'un système son 5 000, on va en avoir besoin une dizaine de fois dans l'année, ça fait 5 000 € par an, sur 6 ans, ça fait 30 000 €. Tu disais que le coût du système était à 48 000 €. Donc le delta, si on l'avait fait déjà depuis 2 ou 3 ans, bah, peut-être qu'on aurait gagné un peu de temps. Ah ben d'accord, oui. Enfin, aujourd'hui, voilà, on cherche à faire un maximum d'économies. Voilà ce que ce que je te dis, Nathalie, c'est que ce ne sont pas des économies en faisant comme ça. Voilà. Maintenant, si par rapport à ce qui était fait avant, si ça sera des économies, 500 € par spectacle. Oui, mais c'est pas parce qu'on faisait pas du tout très bien avant qu'on va continuer à faire moyennement bien. Essayons de faire mieux pour l'avenir. Mais je pense que voilà, on va y réfléchir. On y a déjà réfléchi, on y a déjà pensé. Ça a été même évoqué lors de la commission culture, évidemment. Donc voilà, donc c'est un projet. Mais aujourd'hui, voilà ce que on ne peut pas en quelques mois d'installation tout de suite tout changer. Donc voilà. Enfin, moi, ce que je Je voudrais prendre la parole sur cette affaire. Il y a aujourd'hui une proposition qui nous est proposée par une association, les îlots électroniques. Cette association permet à la ville de faire un certain nombre d'économies par rapport à ce qui se faisait jusqu'à présent. Il doit y avoir une réflexion sur l'achat éventuel d'un tel système. Tout en sachant que lorsque l'on achète un système, même s'il coûte 60 000 € ou 50 000 €, on sait que ce système aussi mettra à des moments à avoir des coûts de maintenance, comme tout système. Donc la Commission pourra
travailler sur cet aspect-là dans les mois et dans les années qui viennent pour savoir où en sont nos priorités. Voilà, je le dis, je pense qu'aujourd'hui, c'est une bonne chose, à la fois pour le monde associatif, parce que derrière, nous permettons à une association, et notamment culturelle, dans des moments difficiles dans lesquels ils vivent, d'avoir un certain nombre de recettes. Et puis, nous aussi, cela est gagnant-gagnant. Donc aujourd'hui, ce que nous sommes en train de passer, c'est un aspect gagnant pour une association artistique et gagnant pour la ville. Et moi, je ne suis pas du tout opposé à ce qu'il puisse y avoir une réflexion dans l'intelligence pour que l'on puisse acheter, le moment venu, une sonorisation qui nous convienne, mais on sait souvent aussi que lorsqu'on achète une sonorisation qui nous convient, à des moments, elle ne nous convient plus tout à fait. Donc, ça a toujours été la question, et vous le savez bien, Monsieur Pires, vous qui avez été pendant un certain nombre d'années en charge de ce secteur à la ville de Langeais. Donc voilà ce que je voulais dire ce soir. Moi, je crois que nous faisons une bonne chose. Et bon, maintenant, je crois que nous allons passer au vote. Oui, juste dire que j'aimerais que ce soit un gain réel pour la collectivité. Je doute là-dessus, et Lou Barrier qui m'entend pourra le confirmer, c'est-à-dire que plus on va démultiplier les intervenants techniques dans cette salle, et plus on risque à la fois des fonctionnements aléatoires et des dégradations de matériel. Tout à fait, oui, oui. Mais vous avez pas tort sur cet aspect-là, mais le fait d'un achat ne changerait rien sur les personnes qui pourraient venir l'utiliser. Voilà. Donc, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Un contre? Non? Vous votez contre, vous? D'accord. Un contre. Et autrement, M. Philippon, vous votez pour? Non, mais je ne vous ai point vu. Donc, un contre et 28 pour. Maintenant, Fabrice Ruel, concernant à nouveau une question d'acquisition. Oui, il s'agit d'une acquisition de terrain où on aurait pu faire une préemption, mais en fait, on a négocié donc avec directement les propriétaires qui donc avaient un bien à vendre, une maison et puis un terrain petit jardin, donc situé à côté de la Douve. Donc on a fait une vente à l'amiable. C'est pour ça que vous avez en annexe le montant total du notaire, et puis vous avez donc l'estimation des domaines de ce terrain qui a été évalué à 2 000 €. Donc il s'agit de la parcelle cadastrée BN 515 d'une superficie de 363 m² à M. André Antias pour un montant de 1 900 €, les frais d'achat et honoraires d'un montant de 670 € étant à la charge de la ville de Langeais. Et donc ce qui fait un montant total de 2 570 €, et ça c'est on va dire la facture du notaire avec l'achat du terrain. Donc il est proposé au conseil municipal de donner un avis favorable à l'acquisition de la parcelle cadastrée BN 515 d'une superficie de 363 m², qui se situe juste à côté d'une parcelle que l'on est déjà propriétaire, qui est la 514, ce qui nous fera en fait un lopin de terre pour pouvoir peut-être encore développer, comme on l'avait fait avec la Douve, des jardins partagés. Voilà, donc le montant c'est 1 900 €, les frais d'acte étant à la charge de la ville, et d'autoriser le maire à signer tout acte y afférent. Merci. Y a-t-il des questions? Oui, juste une précision, parce que pour la finalité de ce terrain, Fabrice vient d'émettre un souhait sans doute de la municipalité, d'élargir un petit peu le travail d'animation du centre social de la Douve en jardin partagé, mais est-ce qu'il y a d'autres finalités ce soir ou pas du tout, ou c'est vraiment une acquisition qui s'est faite dans cette perspective-là? C'est une finalité qui s'est faite dans cette perspective-là. Voilà, il n'y a pas de projet. Vous le savez d'ailleurs, nous sommes en zone inondable. Voilà. Oui, puis les parcelles font, la 514 doit faire à peu près la même superficie que la 515, on est sur des superficies de 363 m², donc c'est vraiment des bandes très très courtes. Donc si on avait 3 terrains ou 4 en continuité, effectivement là on pourrait faire peut-être des jardins partagés, des jardins carrés, etc. avec la population. Voilà. Donc aujourd'hui il faut avoir un minimum de terrain pour pouvoir lancer quelque chose. Voilà. C'est typiquement la même chose qui avait été fait de l'autre côté, qui a été fait avec la Douve. Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, unanimité. Je vais revenir sur le renouvellement des membres de la commission de contrôle électoral, donc la 089, la deuxième. Donc, selon le texte,
je suis désolé de le dire, 3 conseillers de la liste ayant obtenu le plus prix dans l'ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission, 2 conseillers municipaux appartenant à la 2e et 3e liste ayant obtenu le 3e. Donc nous sommes bien forcés, selon le texte, de pouvoir demander Madame Masseran, Madame Courvoisier, Madame Thierry, Madame Bureau et Monsieur Pires. C'est sur le fondement de quel texte? Je vais vous le lire, parce que nous l'avons vérifié. C'est un courriel qui nous est arrivé de la préfecture d'Indre-et-Loire qui nous indique, en annexe 2, la commission de contrôle financier. La commission de contrôle est prévue par les articles 4, 5, 6, 7 et 8 de l'article 1 et 19 du Code électoral. Dans les communes de plus de 1000 habitants, de moins de 1000 habitants, ce qui n'est pas notre cas, dans les communes de plus de 1000 habitants, avec lesquelles plusieurs listes ont obtenu des sièges lors de son dernier renouvellement, la commission est composée ainsi. 5 conseillers municipaux. Si 2 listes présentent le conseil municipal, 3 conseillers de la liste principale, plus 2 conseillers municipaux de la 2e liste. Si 3 listes au plus 3 conseillers municipaux, 1 du conseil, 1 de la 2e liste et 1 de la 3e liste. Dans les communes de plus en plus, il n'est pas possible de composer la commission de contrôle selon les modalités décrites ci-dessous. Elle devra être constituée sur les modalités prévues pour les communes de moins de 1000 habitants. Si vous souhaitez désigner des suppléants, les règles suivantes doivent être appliquées. Les membres suppléants doivent être désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Alors, il s'agit d'un conseiller, ainsi les suppléants pourront remplacer les membres titulaires qui ne remplissent plus les conditions nécessaires. Ils pourront également remplacer momentanément le titulaire. Donc, où est-ce que c'est marqué? Voilà. L'article des plus de... Excusez-moi, vous avez cité des articles du Code électoral. Oui. Vous pouvez les redonner, s'il vous plaît? C'est les articles 4, 5 et 6. Alors, c'est l'article... La composition est prévue dans l'article 4, 5, 6 et 7 de l'article L 19 du Code électoral. Donc, dans les communes de plus... Voilà les choses. 2 autres conseillers, si 3 listes sont obtenues, les conseillers appartenant. Donc, composition exceptionnelle de la commission électorale de plus de 1000 habitants. Je suis désolé, c'est ainsi que... Je suis désolé, mais moi je regarde en même temps sur les J-France. Je vois bien que les emails d'une préfecture aient une valeur importante. Je pense que ce qui est dans le code électoral est au-dessus, dans ce qu'on appelle la hiérarchie des normes. Moi, de ce que je lis dans la délibération, alors déjà sur l'article R7 du code électoral qui est cité, ça ne me semble pas être le contenu du R7 que je retrouve sur les J-France. Au-delà de ça, il y a sans doute une interprétation à avoir. C'est qu'on nous indique ayant obtenu le plus grand nombre de sièges pris dans l'ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission. Et si on dit parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission, ça veut dire qu'on laisse peut-être une marge de manœuvre et que si on demande aux personnes, mes collègues qui sont un peu plus âgés que moi, de ne pas y participer, je pense qu'on n'est pas obligé de retenir leur candidature. Après, éventuellement, on peut peut-être envisager, si vous le souhaitez, une suspension de séance pour que vous vérifiez ce point-là. Mais toujours est-il que moi, l'article sur l'ordre du tableau, je ne l'ai pas trouvé là en regardant sur les J-France.
Donc, pour être assez simple, on va demander à Madame Bureau, vous ne voulez pas y participer. À Monsieur Texera, vous ne souhaitez pas y participer. À Madame Gadrez, vous ne souhaitez pas y participer. En titulaire. À Madame Frémont, vous ne souhaitez pas y participer. Et à Monsieur Philippot, vous souhaitez y participer, si j'ai bien cru comprendre. Donc on va vous mettre sur la liste. Voilà. S'il y a un recours, ce qui peut arriver, vous savez, sur des délibérations, Monsieur Philippon, hein, vous le savez. Je le sais bien. Donc, on revotera. Voilà. Donc, sur la liste, avec Madame Masfranc en titulaire, Madame Tillier en suppléant, Monsieur Courvoisier, Madame Courvoisier, excusez-moi, en principal, Samuel Delaval en suppléant, Jocelyne Thierry en titulaire, William Dieu en suppléant, Monsieur Philippon en titulaire, et Madame Gadré en suppléant, et Monsieur Pires en titulaire. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc cela est adopté à l'unanimité. Voilà. Donc les choses sont claires, je pense qu'on verra au niveau du contrôle de légalité. Après, il s'agit d'un dossier qu'un certain nombre d'entre nous connaissons, c'est la cession du terrain de l'ancien EHPAD, et je vais proposer à Fabrice de le présenter rapidement. Il y a eu une commission tout à l'heure où chacun a pu s'exprimer, donc je pense que les choses seront assez rapides. Voilà, donc cette délibération, on passe à la délibération du 19 décembre 2016. Donc, vu la délibération du conseil municipal en 2015, donc en date du 29 juin 2015, acceptant le principe d'un échange de parcelles entre la ville de Langeais et l'EHPAD des Mistrel dans la construction d'une nouvelle maison de retraite. Donc ça, c'était une vente qui a été faite à l'euro symbolique. Vu la délibération du conseil municipal, donc en 2018, en date du 20 mars 2018, donnant un avis favorable à la cession de la maison du gardien de l'EHPAD pour un montant de 113 000 €, donc ce qui a fait sortir cette parcelle de l'ensemble complet. Vu l'avis des domaines sur la valeur vénale en date du 17 avril 2019, qui est estimé à 352 000 €, et vu la délibération du conseil municipal en 2019, en date du 8 juillet 2019, proposant la cession de l'ancien EHPAD des Mistrel Val Touraine Habitat pour un montant de 352 000 €, et vu la proposition d'acquisition de Val Touraine Habitat pour un montant de 352 000 €. Donc le maire expose que dans le cadre de la reconstruction d'un nouvel EHPAD, établissement d'hébergement de personnes âgées dépendantes, sur la commune, la parcelle BD 528, BD 273 et BD 274 de l'ancien EHPAD des Mistrel, situé 4 chemins des Fougerets, d'une superficie de 13 442 m², ont été échangés avec la parcelle AO 127 et AO 128 du nouvel EHPAD situé chemin des Clémortiers, et ça c'est l'échange qui s'est fait à l'euro symbolique. Le maire précise que les parcelles BD 258 et BD 274 ont été divisées dans le but de céder le pavillon du gardien donc de l'EHPAD pour une superficie de 844 m². Cette cession est intervenue donc en 2018. Il convient désormais de céder la parcelle BD 548 et BD 550 et BD 274, constituant un terrain de 12 797 m². Je vous demande de changer, c'est pas 12 598, mais bien 12 597 m². Et vous avez le plan cadastral en annexe. Le maire indique que le terrain de l'ancien EHPAD a fait l'objet d'un projet de cession à Touraine Logement pour un montant de 190 000 € à l'époque, mais Val Touraine Habitat a fait une proposition d'acquisition pour un montant de 352 000 €. Le maire indique que la cession du terrain de l'ancien EHPAD à Val Touraine Habitat a été proposée en conseil municipal le 8 juillet 2019 pour un montant de 352 000 €, conformément à l'évaluation des domaines en date du 17 avril 2019, et que cette proposition a été refusée. Le maire indique que Val Touraine Habitat a revu le projet et a renouvelé sa proposition d'acquisition pour un montant de 352 000 €. Le maire propose de céder le terrain donc, de l'EHPAD, de l'ancien EHPAD nouvellement cadastré BD 548, BD 550, ainsi que la parcelle cadastrée BD 274, d'une superficie totale de 12 597
mètres carrés pour un montant de 352 000 € conformément à l'évaluation des domaines en date du 17 avril 2019. Les différents frais liés à l'acquisition étant à la charge de Val Touraine Habitat. Il est donc proposé au conseil municipal de donner un avis favorable à la cession du terrain de l'ancienne EHPAD, nouvellement cadastré BD 548 et BD 550, ainsi que la parcelle cadastrée BD 274, d'une superficie totale de 12 597 m² à Val Touraine Habitat pour un montant de 352 000 €, d'autoriser le maire à signer tout acte y afférent. Très bien. Merci. Y a-t-il des interventions? Monsieur Philippon. Non, monsieur, c'est moi qui préside. Monsieur Philippon. Oui, bon, vous ne serez sans doute pas étonné qu'on vote contre ce projet. Je pense que dans un premier temps, en réalité, vous êtes extrêmement attaché à ce projet pour des raisons qui ne sont pas forcément les raisons apparentes. Je pense que ce qui motive réellement la majorité, c'est de vendre à tout prix cette parcelle parce qu'elle permettra de venir abonder à hauteur de 352 000 € les caisses de la commune qui, comme tout le monde le sait autour de cette table, ne sont pas dans une bonne situation. Donc vous avez, à mon avis, cherché à vous débarrasser, enfin pas à vous débarrasser, mais à régler rapidement le sort de cette ancienne EHPAD, et vous avez trouvé cette possibilité de travailler avec Val Touraine Habitat sur un projet de résidence senior, ce qui est louable d'ailleurs dans l'absolu. Je pense que ici, tous les candidats aux dernières élections étaient favorables à un projet de logement senior, mais néanmoins avec un certain nombre de questions qui se posent, puisque ce site de l'ancienne EHPAD, il est proche du centre-ville, mais il est relativement finalement excentré peut-être pour des personnes d'un âge certain ou d'un certain âge. Vous avez évoqué tout à l'heure, je crois en commission générale, 6 km par heure, je crois, pour un 4 km/h. 4 km/h pour un marcheur. Après, tout ça, c'est quelque chose qui est relativement relatif, puisqu'il y a marcheur et marcheur, et vous avez quand même bien à l'esprit qu'une personne de 70, 75, 80 ans ne marche pas forcément à la même vitesse qu'une personne qui est beaucoup plus jeune. Donc, à mon sens, vous allez vous retrouver avec des logements seniors où les gens se retrouveront finalement un petit peu excentrés, c'est-à-dire avec l'obligation soit de prendre leur véhicule, soit de descendre les marches du paradis, et comme je dis souvent, le paradis ça se mérite, et je pense que certains auront beaucoup de difficultés ensuite à remonter ces marches. Vous allez créer un projet qui va, à mon avis, créer une hyper-concentration supplémentaire sur cet endroit de la commune, avec des questions pour lesquelles d'ailleurs on n'a pas de réponse réellement. On a vu des très beaux croquis tout à l'heure avec des beaux-arts, des belles maisons, mais finalement, quid de la question de l'eau, quid de la question de l'eau, de l'accès à l'eau. Alors je sais bien que ce n'est pas la commune qui gère ça, si c'est ce que vous voulez me répondre, mais c'est quand même des questions que la commune doit se poser. Quelle est la question, qu'est-ce qu'on fait par rapport aux problèmes de circulation qui vont exister, parce que je crois que de mémoire, on a déjà 11 maisons et je ne sais plus combien d'appartements, donc si on a des personnes qui vivent à deux, combien, 40 34 appartements plus 11 maisons, donc si mes calculs sont bons, ça fait 45, ça fait, avec des couples, ça fait environ 2 voitures, donc ça fait 90 voitures supplémentaires sur un secteur qui est déjà extrêmement engorgé. Deuxièmement, et je ne vais pas vous surprendre, c'est ce qu'on a défendu pendant toute la campagne, mais cette parcelle pouvait être utilisée pour autre chose, et on avait notamment, nous, pensé au centre de loisirs sans hébergement, puisque c'est quelque chose sur lequel la communauté de communes est quand même demanderesse depuis maintenant 3 ans. Ça fait quand même 3 ans que la communauté de communes demande à la ville de Langeais de fournir une parcelle pour pouvoir construire un centre de loisirs, et ça fait 3 ans qu'il y a un espèce de silence un peu assourdissant là-dessus. Alors vous allez me rétorquer, et je le sais encore, que mais finalement, non, vous avez trouvé la solution miracle qui est de faire ça derrière l'école, en zone inondable.
faut le dire, avec aujourd'hui aucune garantie que la DDT ne valide formellement le projet, mais aussi en faisant finalement que les enfants qui ne partent pas en vacances et vont en centre aéré durant les vacances resteront dans le secteur, enfin dans un secteur plus que direct par rapport à l'école et ne changeront absolument pas de cadre. Donc il y a fondamentalement deux projets qui sont différents. Votre projet peut naturellement se débattre, mais je pense sincèrement que votre projet il est guidé par une volonté de faire rentrer 352 000 € dans les caisses de la commune, parce que, je le redis, tout le monde le sait, la situation financière de la commune n'est pas bonne. Et puis, il y a aussi, je pense que vous allez me répondre et que je vais vous répondre, mais il y a aussi une question qui se pose. Tout à l'heure, je crois que vous parliez de risque contentieux, Monsieur Roiron. Il y a en effet une question qui se pose par rapport à l'avis des domaines qui nous a été communiqué, qui est même d'ailleurs, je pense, qui nous avait été communiqué il y a un an. Mais moi, je veux bien faire confiance aux domaines qui me disent que cette parcelle, elle est estimée, je crois, à 780 000 €. On va la vendre 352 000 €. Alors, j'ai lu l'avis des domaines, je suis sûr que tout le monde autour de cette table l'a lu avec beaucoup d'attention. Cette réduction, elle est justifiée par l'avis des domaines, par ce qu'on va appeler des travaux d'aménagement, définition des parcelles et aménagement des espaces, travaux de viabilisation, coût de démolition estimé, plus-value du lotisseur. Et donc, on réduit le prix de 490 000 €. Sauf que la difficulté que j'ai aujourd'hui, c'est que finalement, dans cet avis de domaine, je n'ai aucun justificatif des chiffres qui sont avancés. Alors, je veux bien, et c'est même pas une question de vous faire ou de ne pas vous faire confiance, parce que c'est pas vous qui l'avez rédigé, cet avis des domaines, mais c'est une question de faire confiance ou pas au domaine, et on le sait quand on parle avec d'autres élus, que parfois l'avis des domaines n'est pas infaillible. Mais concrètement, aujourd'hui, il y a, à mon avis, une question qui se pose pour l'ensemble des élus qui sont autour de la table, et ce n'est pas une question de majorité ou d'opposition, c'est une question finalement de défense des intérêts avec un grand I, puis des intérêts pécuniaires aussi des Langésiens, c'est-à-dire que l'on va s'asseoir sur 500 000 € parce que l'avis des domaines nous disait qu'il fallait faire, alors même qu'on n'a pas le petit début du moindre devis dans cet avis des domaines. Moi, je veux bien qu'on vienne me dire que la démolition, c'est estimé à grosso modo 100 000 €, j'en sais fichtrement rien. Voilà, je ne travaille pas dans les travaux publics, et en tant qu'élu, j'attends des délibérations qui me sont soumises d'avoir une information parfaite et complète qui permette de me déterminer. Donc c'est la deuxième raison pour laquelle on votera contre cette délibération, c'est que cette estimation des domaines, au-delà du fait, et je finirai par là, parce que c'est un sujet qui est important, donc on ne peut pas l'évacuer en 10 secondes. Je sais qu'il y avait une commission générale avant, mais vous comprenez bien qu'il est normal qu'on puisse avoir un débat qui soit public. Donc vous me permettrez d'avoir refusé le débat tout à l'heure en commission générale, dans la mesure où on m'avait refusé le débat il y a quelques mois. Mais ce que je veux dire, c'est que... Monsieur Philippon, non, mais terminé, vous ne pouvez pas... Voilà, vous n'avez pas besoin de m'interrompre. Vous n'avez pas besoin de m'interrompre. Voilà. Mais ce que je dis, c'est qu'en tout cas, cet avis des domaines, il n'est pas complet et il ne permet pas aux conseillers municipaux de se prononcer en toute connaissance de cause. Merci. Monsieur Pires. Oui. Il paraît que le live ne marche plus. Alors, est-ce que c'est un lien de cause à effet? Mais on me dit que c'est dommage. Sur un sujet aussi important, ça aurait été bien que ça fonctionne. Allez au fait, allez au fait, s'il vous plaît. Allez au fait. Alors, je ne vais pas redire ce que M. Philippon a dit, et je le rejoins sur toutes les lignes. Ce que je trouve regrettable, c'est que ce projet qui a été balayé par une majorité de l'ancienne majorité soit représenté en début de mandat au conseil municipal. Alors sans doute, peut-être, parce qu'on pense, ou parmi vous, quelques-uns pensent qu'il passera plus facilement en début de mandat qu'en milieu de mandat. Ça, sur la forme, c'est un peu désolant. Et je voudrais rappeler aussi à tous les Langésiens que ce lieu, cette maison de retraite, ce sont tous les Langésiens qui l'ont payé. Ce n'est pas un investisseur privé, ce n'est pas
comme aujourd'hui le don du terrain de la collectivité pour que d'autres collectivités prennent en charge la construction du Langeois, c'était pas tout à fait comme ça à l'époque. Et les choses étaient un peu différentes. Et que par conséquent, les Langésiens ont déjà payé. Si aujourd'hui on cède l'ensemble à Val Thorens Habitat pour 352 000 €, alors que je rappelle quand même que la valeur du terrain qui a été donnée pour la construction du Langeois a été estimée à 380 000 €. Donc déjà, il y a un delta d'une trentaine de mille d'euros que je ne comprends pas. Mais peu importe. Donc, on va céder ce terrain, et comme on le disait lorsqu'on a voté contre sous l'ancienne majorité, ce n'est pas tant le projet, on n'a jamais discuté, même si aujourd'hui ça commence à présenter quelques inconvénients, le développement urbain qui s'opère aujourd'hui à l'est de Langeais, et qui continue à s'opérer d'ailleurs, on n'a jamais contesté ça, et le projet, on ne le conteste pas, et on ne conteste pas la nécessité d'offrir une alternative à l'accession au logement, à la location, etc., etc. Et on ne conteste surtout pas la possibilité pour la ville d'offrir des logements pour les seniors ou pour nos anciens. Mais pas sur le plateau. Pas sur le plateau. Vous avez des exemples autour de vous, tous, de gens qui ont entre 75 et 80 ans, qui sont en pleine forme, qui participent dans le monde associatif, etc., et qui aujourd'hui ont déjà de plus en plus de mal à remonter par le paradis sur le plateau. Et on me dit, en 4 minutes, ils seront descendus, mais il leur faudra 2 heures pour remonter, et peut-être pas. Donc ça veut dire qu'ils vont prendre leur voiture. Excusez-moi, 12 minutes. Monsieur Pires, oui. il a été indiqué tout à l'heure 4 km/h. Oui. Il a à aucun moment été indiqué 4 minutes. Il a été indiqué entre 12 et 16 minutes, à avoir écouté. Donc voilà, je voulais simplement rétablir les faits. Ah oui, parce qu'il faut aller... Voilà. Non, c'est vrai, vous avez raison, c'est un fait très important. Ce que je veux dire, c'est que forcément, donc, il y aura des véhicules de prix. Benjamin les quantifié à une centaine de véhicules. Il faut espérer que sur les pavillons, ce ne soit pas des familles un petit peu plus grandes où les enfants ont une voiture, où là, ça démultipliera. On est sur les 2 axes les plus encombrés de la ville, avec rue Rabelais, un problème urbain insoluble entre vitesse, pollution, désagréments, sonores, etc. Et monsieur le maire, vous êtes bien au courant, puisque l'un des correspondants de l'ANR y habite, et que sans arrêt, il vous le redit et vous rappelle. Et là, on va recharger, alors que déjà, c'est très difficile d'emprunter tout ça. Alors voilà, ça, il y a cet aspect-là, puis ensuite, il y a l'aspect que M. Philippon soulignait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a eu une proposition qui a été faite. Vous dites, oui, mais les Langésiens nous ont élus pour mettre en place notre projet, et par conséquent, on le mettra en place. Je vous rappellerai quand même, une nouvelle fois, que 53% des Langésiens n'ont pas voté pour ce projet-là, et que les ignorer, c'est, à mon avis, compromettant pour cette majorité-là. Vous auriez tout à gagner aujourd'hui en ouvrant une espèce de moratoire ou de débat ou d'enquête publique, ce que vous voulez, autour de ce projet qui peut-être, parce que si au bout de cette consultation, c'est ce projet qui est retenu, non seulement ça vous renforcera votre équipe, et vous aurez toute légitimité pour y aller, pour le faire. Ce qui voudra dire que si les riverains, dans 1 an ou 2 ans, disent « Ah là là, il y a du bruit, il y a ceci, il y a cela », vous direz, écoutez, on a ouvert au public, vous avez tous décidé ensemble que ce projet-là était viable et qu'il était intéressant pour notre ville. Aujourd'hui, vous vous coupez de 53% de Langésiens votants, il y en aura peut-être même plus que ça, qui risquent à un moment donné de faire front, ou en tout cas qu'il y ait une levée de bouclier sur la ville. Pour quel résultat? Monsieur le maire, je voudrais que vous me donniez aujourd'hui un élément que je puisse mettre dans la colonne des plus. Je n'en trouve pas un. Je vous le redis, je ne suis pas contre ce projet, mais pas à cet endroit. Cet endroit mérite mieux. Madame Guedes. J'entends depuis un moment ce que vous racontez sur les seniors, et cela me hérisse profondément. Je vais vous dire pourquoi. D'abord parce que j'en fais partie. Deuxièmement, parce que le terme de senior en lui-même ne veut rien dire, tant qu'il recoupe des situations, et vous le savez très bien, socio-économico-culturelles extrêmement variées. En l'occurrence, ce projet, il colle parfaitement à une génération de seniors
qui correspond au baby-boom, qui se définit justement autrement que par l'impossibilité de marcher, par exemple, parce qu'ils sont au contraire très nombreux à participer aux différents clubs de marche. Ils sont parfaitement capables de monter et descendre des escaliers. J'en suis un exemple parmi plein d'autres. Tu habites en centre-ville, Annie, non? S'il vous plaît. Oui, Tu habites à côté de l'église. S'il vous plaît. Pour aller chercher ton pain, Monsieur- tu mets monsieur- 30 secondes, c'est ça, monsieur- Annie? monsieur- Redis-le-moi encore une fois. Tu Monsieur vas aller chercher Pérez, ton pain, ta viande, monsieur- tu mets 30 secondes, monsieur et c'est à- Pérez, et c'est à 50 mètres de chez toi. Vrai ou pas? Monsieur Pirel, Alors maintenant, demande à Gérard Marceau, demande à Hélène Petit, demande à Guy Petit, monsieur, qui habite là-haut, combien de Monsieur- temps ils viennent monsieur- et comment ils viennent en ville. Monsieur Pires, je ne vous... Mais arrêtez de Monsieur Pires, fantasmer. Monsieur Pires, je ne vous ai pas donné l'autorisation, Madame Guédès. Vous pourrez la prendre après. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. La mauvaise foi, Mais- monsieur le maire. Monsieur Pires. Mais Donc, c'est s'il vous plaît, Madame Guédès. C'est extraordinaire quand même de m'accuser de mauvaise foi alors que je suis en train de rappeler une situation que tout le monde connaît. Il y a une génération de seniors qui est celle qui correspond au baby boom, qui n'a pas grand-chose à voir avec la manière caricaturale dont vous définissez les seniors comme incapables de marcher, de se déplacer, de faire des choses. S'il vous plaît. Et qui a défini les seniors comme ça? Enfin, mais Madame Guédès. Monsieur Pires, vous prendrez la parole après. C'est avec un S. Avec un Z, ça ne se dit pas Guédès. Annie, s'il vous plaît. Je vous en prie. Je vous en prie. Je peux continuer? Il est bien de respecter les gens. Il se trouve qu'en l'occurrence, Ça, monsieur Roland. c'est vous qui me dites ça? C'est vous qui me parlez de respect, monsieur Baron? S'il vous plaît. il se trouve qu'en l'occurrence, il y a un point sur lequel je vous rejoins et que je regrette qu'il n'ait pas été mis en application plus tôt, c'est celui de faire un vrai état des lieux avant de prendre des décisions. Or, je rappelle qu'il y a un instrument qui s'appelle le CCAS, qui est un outil absolument extraordinaire, parce qu'à partir du CCAS, on peut avoir une connaissance très approfondie de ce qu'est la population, langésienne en l'occurrence, mais de tout le territoire auquel s'adresse un CCAS. Il y a dans les obligations statutaires du CCAS celle de faire ce qu'on appelle une analyse des besoins sociaux. À ma connaissance, il n'y a eu qu'une ébauche de ce type d'analyse en 2011, du temps où Mme Kergoat s'occupait du CCAS. Elle a suivi une formation spéciale pour cela au département. Elle a enclenché la procédure de l'ABS qui n'est pas arrivée à son terme. Depuis, plus rien. Or, l'ABS, elle est obligatoire. Elle a été obligatoire jusqu'en 2016, chaque année. Depuis 2016, le régime s'est assoupli, mais il impose que chaque CCAS fasse, en début de nouveau mandat, une analyse des besoins sociaux et que les années suivantes, il y ait une analyse thématique à partir des résultats obtenus de cette première analyse. Cette ABS, j'y suis attelée depuis que j'ai pris mes fonctions d'adjointe à la solidarité, vice-présidente chargée du CCAS. Et les éléments dont je parle, à propos des seniors, correspondent aux premières données qui sont en train de ressortir de cela. Donc je m'appuie, quand je parle, sur quelque chose qui est effectivement avéré. Je tiendrai à disposition, vous vous en doutez bien, non seulement du CA, du CCAS, de la commission solidarité, mais de l'ensemble du conseil municipal, tous les éléments, puisque j'y suis tenue, avec les conclusions du rapport pour lequel je suis en train d'engranger des informations, et vous pourrez, en toute connaissance de cause, développer un certain nombre de propositions. Mais pour ce qui concerne ce projet-là, je peux dès maintenant vous dire qu'effectivement, il correspond tout à fait aux données qu'on est en train de sortir sur ce qui concerne les seniors. Voilà juste ce que je voulais dire. Annie, excuse-moi, Annie. Non, les données, tu les as obtenues où? Je les ai obtenues. Abel, tu me connais. Oui. J'ai des relations. Oui, J'ai d'accord. travaillé longtemps avec l'INSEE D'accord. et l'INED. Oui. Et je me procure un certain nombre de données chiffrées, Oui. réactualisées Oui. par rapport aux données du recensement. D'accord. On est bien d'accord? Donc Et l'INSEE je donne bien. complète cela. Il y a des analyses très fines, communes par commune. Tout à fait. Je ne vais pas m'apprendre mon métier. Ah bah, il ne manquerait plus que ça. C'est pas un métier, c'est une fonction, Annie.
C'est une Je fonction. regrette, sociologue, c'est un métier. Ah non, mais d'accord, mais là, je crois que c'était l'adjointe qui parlait. Excuse-moi, je ne savais pas que c'était la sociologue qui parlait. Mais l'INSEE donne des données quantitatives. Elle donne des données Malheureusement. qualitatives à qui c'est les... Et, tout à fait. Et là, nous sommes en train de parler de données qualitatives. C'est-à-dire de personnes qui, à un moment donné, arrivées à un certain âge, ne pourront plus descendre à pied et prendront leur voiture pour descendre les Mistrets ou la rue Rabelais. Cette analyse quantitative, qui est obligatoire quand on fait l'ABS, est complétée par une analyse qualitative, dont je viens de démarrer, effectivement, la procédure. Elle passe par la consultation de toutes les associations qui sont concernées par la question des personnes âgées. Elle passe par des entretiens avec un certain nombre de personnes repérées dans différents parties. Enfin, je ne vais pas rentrer dans la méthodologie. Je peux simplement vous dire que j'ai prétention à savoir ce que je fais et qu'en plus, je respecte tout simplement, scrupuleusement, ce qui est imposé dans les statuts d'un CCAS. Et je regrette beaucoup, Je conteste pas ça. ayant été adjoint pendant des années, vous n'ayez pas pensé à poser ce type de questions. C'est un vous collectif ou un vous vouvoiement, Annie? Parce que si c'est un vous, c'est un vous. Monsieur Rouel. Non, monsieur Rouel. Voilà, moi je vais essayer de répondre à quelques questions qui ont été posées. Voilà, on a eu je vais un peu redire ce que j'ai fait en commission générale un peu avant. Il y a eu des élections il y a 3 mois. Ce projet-là a été présenté sur les 3 listes. D'accord ? Monsieur Pires a dit qu'on allait donc, nous, notre liste, se reprocher de 53% des Langésiens à baisser 52,5%. Si on continue et qu'on continue dans ce projet-là, je dirais que 89,91% des Langésiens ne voudraient pas de ton projet et après 57,59% de l'autre liste. Donc le débat n'est pas là. Le débat n'est pas là. Le débat n'est pas là. Si, le débat est là. Non, je te donne simplement la légitimité de cette délibération de passage en conseil municipal aujourd'hui. D'accord ? Ça a été dans le programme électoral. Nous, on a discuté en tout cas au sein de nos réunions. On a rencontré les habitants de Langeais et ils y sont très très favorables. En l'occurrence, beaucoup de personnes seniors, donc je ne sais pas, si on va considérer que c'est à partir de 60 ans selon les accidents de la vie, peut-être un peu plus tard jusqu'à 75 ans ou 80 ans. Voilà, effectivement. Pour le nombre de voitures, c'était la dernière question. Effectivement, il va y avoir des voitures comme il y avait déjà à l'EHPAD. L'EHPAD n'est pas une résidence sans voiture, il y a des gens qui y travaillent, etc. Grosso modo, 80 résidents, les visites sur place, on ne devrait pas être beaucoup moins en véhicule journalier qui bouge, d'accord ? Dans une maison de plusieurs personnes qui habitent à l'intérieur, les voitures ne font pas que aller en centre-ville, etc. C'est plutôt l'avenue des Mistrets qui va être surchargée, si on peut dire surchargée, parce que c'est quand même une route départementale qui est dimensionnée. Ce sera je pense, la rue Rabelais, d'où vient en fait l'EHPAD, qui est connecté directement à la rue des Mistrets. On a parlé de temps, donc pour bien remettre le temps, on a 3 études à pied, 3 chemins pour monter à cette EHPAD. Depuis la mairie, donc on a vraiment pris le cœur de ville, donc les commerces, il y en a avant, le château est bien avant. On a à peu près 800 mètres dans tous les cas, avec une moyenne de 4 km/h, sachant qu'une personne lambda à marcher, c'est plutôt 6 km/h. On n'a pas pris non plus des gens qui font la course, ce qui nous fait une moyenne de 8 à 10-12 minutes pour des personnes qui se déplacent normalement. Voilà. Après, évidemment, je suis d'accord avec toi, Abel, qu'il y aura un réseau de bus à mettre en place, comme il existe déjà dans notre commune. Voilà. Et effectivement, il faudra qu'il aille se rendre à cette résidence senior. Voilà, je ne sais pas si on peut. Ou en tout cas, adaptée aux personnes qui vont vieillir. Parce que les locaux de ces deux îlots, donc de 17 logements, seront équipés d'ascenseurs et seront adaptés aux personnes qui vieillissent. Voilà. 17 en location et 17 en achat, en accession à la propriété, et puis 11 terrains. Et donc c'est ce que je disais, plutôt que de partir sur le projet ne nous va pas, qu'est-ce qu'on a à notre main? Qu'est-ce qu'on a, nous, en discussion dans ce mandat-là? C'est la taille des terrains, avec une moyenne de 680 à peu près mètres carrés. Et on peut en mettre des plus petits, des plus grands, tout en respectant évidemment l'emplacement de la végétation, des arbres et des buissons. Voilà. Après, on pourrait dire, monsieur Philippon, que nous voulons amener 350 000 € à la commune. Eh bien non, nous avons un projet totalement cohérent, avec une demande qui vous a été spécifiée ici. Et vous l'avez bien, je pense, pendant la campagne, entendu vos électeurs qui demandent ce type de résidence que l'on n'a pas sur la commune, qui existe dans toutes les autres
chef-lieu de canton. Faites-la en centre-ville. Alors, on va y aller. En centre-ville, oui, on aurait peut-être pu faire 2, 3, 4, aidés par la communauté de communes, à faire 4 logements. Non, là, on vous parle de quelque chose d'une ville chef-lieu de canton qui regroupe quand même 17 logements en location. J'ai 2 endroits où tu peux faire 17 logements au centre-ville. Donc arrêtez. 17 logements en location, 17 logements en accession à la propriété, plus des terrains qui peuvent être aussi, parce qu'on aura certainement des personnes qui veulent venir profiter de cette structure et qui veulent faire construire leur maison, tout simplement. Voilà. Il y avait eu, à propos de la communauté de communes, il y avait eu il y a 2 ans ou 3 ans une réflexion qui avait été menée sur ce qu'on appelait les logements intermédiaires, c'est finalement les résidences seniors. La difficulté, c'est que les élus de la majorité n'étaient pas présents à ces réunions-là. Donc si vous voulez, vous me permettez de rebondir, parce que j'entends beaucoup de critiques parfois sur la communauté de communes. J'entends parfois beaucoup de critiques, mais il est quand même embêtant que quand il y a des réunions à la communauté de communes, la majorité ne soit pas présente ou très en retard. Alors, Monsieur Philippon, vous avez totalement tort. Non. C'est votre parole contre la mienne. Mais, s'il vous plaît... Oui. Le dossier que vous évoquez sur la communauté de communes a été commencé bien avant, qui est la fusion des communautés de communes. Ce dossier a été évoqué dès 2015, dès 2016, afin de pouvoir mettre des logements intermédiaires sur le territoire du TNO. J'en étais le président. Et nous avions eu un accord avec un certain nombre de collègues maires sur le fait que dans leur village, dans leur ville, il puisse y avoir des logements intermédiaires. Et que d'un autre côté, des prises de compétences pouvaient se faire. Et notamment, pourquoi la commune de Langeais n'y avait pas participé. Il y a 2 communes qui n'y avaient pas participé, monsieur Philippon. Mais vous n'étiez peut-être pas au courant. C'était la commune de Cléry-les-Pins et de Langeais. Pourquoi nous n'y avons pas participé? Parce que nous avions un accord, à l'époque, sur le fait que pour à la fois Langeais et Cléry-les-Pins, ça serait la prise de compétences concernant l'école de musique. Et que, vous pouvez vérifier, s'il vous plaît, je ne vous ai pas interrompu, donc je vous demande de faire la même chose. Je vous demande de faire la même chose. Donc, c'était un accord qu'il y avait sur le fait que, et vous pouvez vérifier, parce que ce qui existe aujourd'hui correspond exactement à ce que je viens de vous dire. Voilà, il y avait des communes comme Savigny-sur-Latin, comme Mazières, ou d'autres, qui avaient décidé de prendre cette compétence où la communauté de communes a investi et investira par rapport. Vous pouvez toujours dire le contraire, mais les faits sont là. Fabrice? Oui, je vais continuer. Après, vous avez parlé donc d'un problème sur l'eau. Monsieur Philippon, l'eau est, j'espère, bien gérée par la communauté de communes. Il y a des travaux, vous savez, qui sont réalisés pour réalimenter avec un ski de plusieurs autres communes, pour donc garantir la distribution en eau et pas arriver dans une situation exceptionnelle comme il y a 1 an. Voilà. Et je vous rappelle quand même qu'une station d'épuration va être en construction dans les années futures à Langeais. Donc je ne vois pas la problématique de l'eau, d'ailleurs que ce soit construit dans le centre-ville ou sur le plateau, à l'eau. Bon, vous m'excuserez, mais je n'ai pas bien suivi. Après, je suis comme vous, je ne travaille pas dans les travaux publics. J'ai une autre fonction, je suis ingénieur à EDF. Par contre, moi, je fais confiance aux professionnels. C'est-à-dire que moi j'ai un rapport avis des domaines qui vient de la Direction Générale des Finances Publiques. Je pense que les personnes qui y travaillent sont des professionnels. Sinon, et quand ils me disent que ils considèrent qu'une déconstruction avec un retraitement sur place, ça coûte ce prix-là, moi je leur fais confiance. D'accord? Voilà, c'est évidemment et mon obligation en tant qu'élu de faire confiance au service de l'État. Ce qui arrive donc à une estimation de 352 000 €. En tout cas, moi, je ne peux pas la remettre en cause. Voilà, donc pensez bien que ce projet n'a pas été de solder notre EHPAD et de solder en fait ce terrain-là. C'est vraiment un projet abouti. On pourrait parler, par exemple, vous avez parlé du centre de loisirs. Nous avons fait le choix de réaliser avec la communauté de communes, en tout cas, nous avons proposé ce terrain-là qui a déjà été proposé, qui se situe
à proximité de l'école. Pourquoi? Parce qu'il y a du périscolaire, évidemment. Le périscolaire qui est quand même une chose importante, et on l'a vu quand même aujourd'hui à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux, et je pense que vous avez été à diffuser cette information sur la problématique de réservation, donc qui quand même intéresse beaucoup de parents de Langeais. Donc mettre ce centre, d'ailleurs problème qui est réglé parce que nous avons 130 places je crois, voilà. Donc mettre ce centre de loisirs quand même à côté de l'école permet de régler dans une seule place, en fait, à un seul endroit, toutes les activités, donc tout le matériel éducatif, le matériel de jeu, bénéficier quand même des ressources de la cantine municipale, qui elle est encore municipale à côté, et puis du gymnase, etc. Et donc le choix n'a pas été pour nous de mettre donc, le centre de loisirs sur cette ancienne EHPAD, mais c'est un choix politique et complètement assumé. Mais quel est l'intérêt d'avoir une cantine à proximité pour le centre de loisirs? Écoutez, je pense que M. Philippon, mais moi je vous pose la question. Mais moi je vais vous répondre. Ah, très bien. Parce que vos enfants sont peut-être pas encore en âge d'aller au centre de loisirs, mais à midi, ils doivent manger. Voilà. Ça, je vous remercie. Mais comment ça se passe aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, centre de loisirs. Eh bien, ils vont à la cantine municipale. Non. Aujourd'hui, le centre de loisirs, c'est des prestataires extérieurs qui viennent. Les plats sont chauffés. Si, mais c'est quand même. Vous êtes maire depuis 12 ans et vous ne connaissez pas le mode de fonctionnement du centre de loisirs. Je vous en prie. Je vous en prie. Vous me priez de rien du tout. Je vous indique simplement mais monsieur Philippon, vous ne connaissez pas le mode de fonctionnement du centre de loisirs. Bien sûr que si. Bien sûr que non. Non, vous ne le connaissez pas, c'est des prestataires. Vous ne le connaissez pas parce que vous n'avez pas d'enfants que vous mettez à la chose. Vos enfants ne sont pas non plus au centre de loisirs. Non, parce qu'ils ne sont plus en âge. C'est pas la question. Parce que, laissez-moi terminer. C'est pas la question de savoir les uns ou les autres, nos enfants, etc. Parce que c'est un débat qui n'a strictement aucun intérêt. La vraie question, c'est de savoir, quand on parle d'un dossier, si on le maîtrise. Vous ne maîtrisez pas votre dossier parce que ça n'est pas la cantine qui fait les repas des enfants pour le centre de loisirs. Et je vous invite à vérifier l'information. Écoutez, excusez-moi, je vérifie l'information. Je sais où le mercredi les repas sont réchauffés et où est le lieu du self-service. Monsieur Pires, s'il vous plaît. Moi, ce que je voudrais vous dire, parce que je vois que vous n'avez pas parlé de notre projet, de notre proposition. Notre proposition, elle était claire. C'est qu'à un moment donné, quand on se lance dans un projet, on cherche l'équilibre financier. Or ici, on va abonder de 350 000 € dans les caisses de la ville, et je ne redis pas, voilà, ce qu'on a payé pour cette maison depuis 30 ans, 40 ans même. Bon, mais là, du coup, on va abonder 350 000. Mais voilà, c'est un fusil à un seul coup. À partir de là, l'ensemble appartiendra à Val Thorane Habitat, et c'est fini. C'est fini. Voilà. Donc, ça veut dire que nous, le projet qui était le nôtre, c'était de dire comment on peut équilibrer financièrement un projet sans que ça coûte rien à la ville. Alors là, vous allez me dire, ça ne coûte rien à la ville. Si, ça coûte 1 hectare de foncier qui va être donné à Val Thorane Habitat. Voilà. Et qui n'appartiendra plus aux Langésiens. Comme des dizaines d'hectares à Hausse-Pied ou ailleurs. Donc il va falloir s'interroger à un moment donné, parce qu'après le Langeois, alors Val Thorane Habitat est un très très bon opérateur, mais il ne faudrait pas que la commune de Langeais cède la totalité de son foncier à Val Thorane Habitat. Ça commence à faire un petit peu beaucoup, même si encore une fois, je dis, l'opérateur est sérieux, quand on voit le Langeois, on voit que c'est un projet bien réalisé, mais au bout d'un moment, il faut que l'équilibre des plaques se fasse aussi sur la ville. Sinon, l'hégémonie ou la toute-puissance, c'est toujours dangereux. On s'en rend compte tous les jours. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Monsieur Philippon, rapidement, et après... Très rapidement, deux observations et finalement une question. Première observation, pour vous répondre, madame, il n'y a pas de caricature dans ce que nous disons sur les seniors, parce que rassurez-vous, je pense que tout le monde autour de la table sait qu'il y a autant de seniors. Enfin, voilà, chaque senior est différent. Il y a des personnes qui, à 70 ans, ou 80 ou 90 ans, sont en pleine forme. Il y a des personnes qui, à ces âges-là, ont plus de difficultés pour se déplacer. Donc, il n'y a pas de caricature de notre part. Après, quand on a parlé de seniors, vous
me pardonnerez, mais le projet tel qu'il a été présenté tout à l'heure faisait bien état de logement senior, donc on a repris le terme. Ce que je note, et c'est relativement intéressant, c'est que vous avez fait état d'une analyse des besoins des seniors, si j'ai bien compris, donc une étude que vous êtes en train de mener. J'ai noté au passage que vous regrettiez que les anciennes équipes municipales n'aient pas fait ce travail en amont. Mais ce que je constate, c'est que ce soir, j'imagine que vous n'êtes pas en mesure de nous remettre les conclusions de ces analyses. Et donc, par conséquent, je pense que l'ensemble du Conseil serait plus alerté si on pouvait avoir accès à ces conclusions avant de passer au vote. Deuxième observation, sur Ruel, vous dites, sur les voitures, il y a déjà un problème. Voilà. Et sur l'eau, vous dites, j'espère que la Toval va faire le nécessaire. Alors, la Toval fait le nécessaire, sauf que la Toval est communauté de communes, elle n'est pas magicienne, et que concrètement, au bout d'un moment, elle ne pourra, enfin voilà, à l'impossible, nul n'est tenu, et il pourrait y avoir parfaitement des difficultés, vous avez souligné les difficultés de l'été dernier, qui pourraient se reproduire. Moi, je finirai par ça. Bon, sur le centre de loisirs, vous nous arc-boutez à vouloir le faire à cet endroit-là. Bien vu, non, l'utilisation de la cantine n'est pas nécessaire. En réalité, pour un centre de loisirs, et vu le mode de fonctionnement actuel, il y aurait besoin, je crois, peut-être de 1 ou 2 fours pour réchauffer quelques plats, mais en tout état de cause, il n'y a pas besoin de cuisine à proprement parler. Mais la vraie question que moi, je souhaite poser, elle est relativement simple parce qu'aujourd'hui, comme on l'a dit, on est en zone inondable. Aujourd'hui, on va dépendre d'un avis de la DDT et je vais me tourner vers vous, Madame Le Roulet, puisque vous êtes adjointe en charge de la jeunesse. Mais si jamais la DDT ne donne pas son accord, quel terrain vous proposerez à la communauté de communes? Alors, je vais répondre tout de suite pour l'eau. Non, je n'ai pas vu la communauté de communes comme le Saint-Cerdos. Hein. Non, il y a des travaux qui ont été engagés déjà depuis l'année dernière pour régler cette problématique d'eau qui date déjà depuis quelques années. Hein. On va réouvrir quelques puits, je pense, de pompage en Loire. Donc on a une gestion de l'eau normale, comme toutes les communes et comme toutes les communautés de communes. Donc je dis simplement que je ne vois pas la problématique de l'eau parce qu'on a de l'eau à Langeais. Et c'est en cours de travaux et en tout cas de continuer à avoir des puits de pompage. Pour la zone inondable, effectivement, nous sommes en zone inondable, mais alors la zone inondable, toute zone inondable a un délai de prévenance, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'enfants qui vont dormir déjà là-bas, d'accord? C'est sans hébergement, d'accord? Donc ce n'est pas du tout les mêmes contraintes que si on avait des personnes qui dormaient dans ces locaux-là. En plus, vous savez très bien qu'aujourd'hui, le réfectoire est quand même à une hauteur à peu près d'un niveau de décalage par rapport au terrain de football, d'accord? Et donc, la salle qui sera construite sera entre ces deux bâtiments-là, c'est-à-dire à cheval sur la petite montée qui se trouve entre le réfectoire et le gymnase. Voilà. Donc vraiment sur une partie qui est déjà surélevée. Voilà. Évidemment, c'est un projet qui sera mené avec la communauté de communes, et donc on aura tout le loisir donc, de continuer de compléter ce projet-là. Voilà. Ça, c'est un deuxième point. Après, juste compléter, Monsieur Pires, donc on peut parler du projet de Monsieur Pires, hein, qui était l'achat global pour la somme de 180 000 euros, 90 000 euros, donc on n'est pas à l'estimation des domaines, pour la réhabilitation du bâtiment, sur un projet donc de... Cette information est fausse, et moi je ne sais pas, M. Pires, il n'a fait aucune proposition d'achat. Hein. Non, bah d'accord. D'accord. Donc en tout cas, une réflexion sur des appartements de luxe. Moi, je vous modifie de faire des appartements de luxe sur les 3 niveaux de cette EHPAD. En tout cas, ce que je peux vous dire, juste sur le dernier niveau. D'accord. Mais vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes ingénieur, vous n'êtes pas ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, la demande des Langésiens et de tout à chacun, hein, toute personne, ce n'est pas d'avoir des balcons de 1 mètre de profondeur sur 10 mètres de large, mais plutôt d'avoir des terrasses de 4 par 4 pour pouvoir manger en famille et avoir la convivialité. Ce bâtiment ne le permet pas. Voilà. Donc c'est juste pour répondre à ça. Et juste pour terminer, vendre à Val Thorens Habitat, c'est une chose, sauf que Val Thorens Habitat est quand même le
le constructeur du département, donc quand même, on a quand même des garanties, c'est pas comme si on avait vendu à un promoteur privé qui pourrait déposer le bilan à tout moment. Et en plus, comme nous avons une superficie supérieure à 10 000 m², il va y avoir un permis de lotir, permis d'aménager de cette structure-là. Et donc, le permis d'aménager est validé par la municipalité. Donc, nous gardons la main complète sur le projet. Si nous avions vendu 8 000 m², admettons, à un promoteur privé, une fois vendu, c'était vendu. Voilà. Donc nous avons gardé toutes les garanties pour amener à bien ce projet cohérent et où il y a vraiment une forte demande. Voilà. Annie, après je conclurai. J'ai juste une toute petite précision terminologique. Excusez-moi. Petite précision terminologique. J'ai parlé d'analyse des besoins sociaux et pas des besoins des seniors. Les seniors n'étant qu'un des éléments que nous sommes amenés à ausculter. Voilà. Juste une petite dernière question, monsieur le maire, si vous le permettez. Je vous ai demandé tout à l'heure de me citer un plus à mettre dans la colonne des plus, je n'en ai pas encore. Et 180 habitants supplémentaires, en imaginant que ce n'est pas des Langésiens qui viennent du bas vers le haut, où sont les services sur le plateau, puisque je rappelle également qu'en parallèle à ce projet continuera à se développer au pied vers l'est. Alors, moi je vais répondre à 2 ou 3 questions. D'abord, je pense que c'est un beau projet pour notre territoire. Pourquoi? Parce que sur les territoires, aujourd'hui, cela a été évoqué par Annie, les populations ont changé. Lorsque l'EHPAD a été construit dans les années 70, beaucoup de gens venaient en se déplaçant dans cet endroit-là en voiture. Ce n'est plus le cas des gens qui sont actuellement dans l'EHPAD. Je note que cette EHPAD qui a été commencée il y a 6 ans, certains étaient opposés à son déplacement et certains souhaitaient la reconstruction sur place. Je l'indique, c'était le cas d'un certain nombre de personnes ici présentes. Après, il y a eu un certain nombre de concertations. Le premier projet qui a été voté par l'ancien conseil municipal, je le rappellerai, a été voté à l'unanimité. Il a été au mois de décembre, avec beaucoup de procurations. Il a été voté à l'unanimité. Je vous ai laissé, vous exprimerez, vous ferez la même chose. Il a été voté à l'unanimité et il ne s'agissait que de déconstruire et de créer un autre quartier. C'était une solution sur laquelle nous étions plutôt tous d'accord. Plutôt. Aujourd'hui, nous proposons un nouveau projet. Qu'est-ce qu'apporte ce nouveau projet aux Langésiennes et aux Langésiens? Il y a des gens aujourd'hui qui habitent dans les immeubles, qu'ils soient de Val Touraine Habitat ou de Touraine Logement, qui habitent dans des étages et qui n'ont pas la possibilité ni de monter ni de descendre parce que, effectivement, nous sommes dans une ville du Val-de-Loire, nous sommes dans une ville de Val-de-Loire où tout le Val est en zone inondable et où il est très difficile et même de plus en plus interdit de construire dans le Val-de-Loire parce qu'il y a des risques d'inondation, même si, comme l'a indiqué tout à l'heure Fabrice à juste raison, nous avons le temps pour que les gens puissent être évacués. Je rappellerai quand même que, y compris aujourd'hui, on se pose des questions sur les 20 ou 30 ans de l'hôpital Bretonneau-Atout, qui est dans une situation où il risquerait d'être dans les plus autres communes. Donc aujourd'hui, il s'agit de trouver un endroit dans notre commune, le plus proche possible du centre-ville, qui réponde aux conditions dans lesquelles beaucoup de gens, qui avant d'aller à l'EHPAD, qui correspond, je crois que dans l'EHPAD, il y a 70% de personnes qui ont des difficultés réelles, physiques, pour pouvoir se déplacer, puissent aller dans un lieu différent. Eh bien, je crois que nous apportons, à travers ce projet, un vrai service à la population de notre territoire. C'est le sens qu'on a. D'ailleurs, je ne vais pas revenir, parce que les électeurs se sont prononcés. Plus pour certains, moins dans d'autres, mais nous sommes tous des démocrates et des républicains, et donc nous acceptons tous le choix
des électeurs. Donc aujourd'hui, on a eu déjà des réunions de concertation à laquelle pratiquement toutes les personnes qui sont ici ce soir présentes ont participé. Il s'agissait d'une réunion qui a eu lieu dans ce lieu même le 28 novembre 2019 où nous avons évoqué ce projet. Ce projet a légèrement évolué. Nous avons demandé qu'il y ait moins de terrain en constructibilité pour qu'il y ait plus, parce que nous avons été capables d'écouter les gens, comme on pourrait dire, d'écologisation aujourd'hui de la société. Voilà ce que nous voulons faire. Nous voulons aujourd'hui que ce bâtiment soit un bâtiment particulièrement adapté à l'environnement dans lequel on vit, à un environnement où les gens ont la volonté de vivre le plus longtemps chez eux, le plus longtemps seul, mais avec un certain nombre de services. C'est ce qui va se produire. Après, sur la question des déplacements, oui, effectivement, mais rapidement, dans une ville, vous savez, quand on a tendance à vieillir, on a aussi tendance à se servir plus de son automobile. Tout le monde le connaît par rapport aux familles qu'on peut avoir. Voilà, même si cela est assez proche, il faut quand même dire les choses très directement. Et qu'aujourd'hui, moi je le dis très clairement, je ne pense pas que ça fera beaucoup plus de circulation automobile. Voilà, chaque personne qui sera dans cet emplacement, je doute qu'il puisse avoir 2 voitures par personne. Cela ne me semble pas être. Voilà ce que je voulais dire ce soir, et maintenant je vais vous proposer qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Voilà, ce rapport est adopté. Vous ne m'avez pas donné de plus à mettre dans ma colonne, c'est dommage, monsieur le maire. Mais je suis preneur, hein, si dans la nuit vous réfléchissez, donnez-moi un. Le plus, c'est un service que l'on apporte sur ce territoire du nord-ouest tourangeau qui existe pour personne. Aujourd'hui, monsieur Pires, nous sommes dans l'incapacité pour des gens qui ne veulent pas aller dans un EHPAD et qui ne sont pas tout à fait en capacité de rester chez eux, d'aller dans cet endroit. Pour moi, c'est un grand plus pour la population. Voilà, je voulais vous remercier, vous donner les décisions qui ont été faites, qui m'ont été données. Concernant, pour la durée du mandat, sur la décision 2020 qui donne au maire pour la durée du mandat la conclusion et la révision de l'OAJ des choses pour une durée n'excédant pas 12 ans. Donc il s'agit d'une personne qui a habité quelques jours, quelques semaines même, 3 places du 14 juillet. Voilà. Je vous souhaite à tous... Les questions diverses, monsieur. C'est plus une question, pendant qu'on récupère le micro, c'est toujours en lien avec la circulation. Vous aviez dit pendant votre campagne, et certains de vos électeurs l'ont défendu, et c'est très bien, qu'il y aurait très très vite un plan de circulation et de régulation de la vitesse dans notre ville. J'ai vu qu'il y a eu un radar pédagogique qui a été mis sur le trottoir, ce qui est ballot pour les dames qui conduisent leur poussette ou les messieurs avec leurs enfants qui sont obligés de descendre du trottoir parce que le poteau du radar pédagogique est là. Enfin bref. Et donc il y a de gros problèmes, que ce soit, on l'a dit, rue Rabelais, que ce soit les Mistrets, que ce soit à Saint-Laurent, que ce soit rue Fulquemera. Voilà, donc que comptez-vous faire le plus rapidement possible pour ralentir considérablement les véhicules? Alors, je le dis, pour être concret, nous allons faire des réunions dans les quartiers avec les populations pour travailler avec eux sur la question du civisme routier. Voilà. Monsieur Texera. Oui, moi on m'a posé des questions et j'ai pas les réponses. Donc c'est les pêcheurs qui voudraient savoir quand est-ce que le lac de Langeais et le lac des Essarts va rouvrir. Alors, je vais répondre très concrètement. Quand les cyanobactériques, lorsque l'on fait des analyses, seront positives, aujourd'hui, elles ne nous permettent pas d'ouvrir ces 2 lacs. Est-ce que vous pourriez les afficher? Oui. Mais elles sont affichées, je crois. Bah, je sais pas, moi on m'a dit non. Après, je suis écoutez, pas vérifié. J'indique que comme nous l'avons indiqué aux pêcheurs,
même s'ils prennent des poissons qu'ils remettent après, il nous a été déconseillé de les laisser pêcher. Pour être concret et être direct, les carpistes qui prennent des carpes et qui les rejettent, il nous a été déconseillé, demandé à ce qu'ils ne les prennent pas, y compris à la main. Voilà. Et deuxième question, on me parle de la casquette là, de l'inox. En fait, et moi-même j'aimerais bien savoir depuis le début, donc on sait que bon, il y a eu des défauts, c'est passé au tribunal, d'après ce que j'ai compris, mais on aimerait savoir ce qui s'est passé au tribunal, les résultats des tribunaux, savoir qui a raison, qui a tort. Il y a un appel d'offres qui a été passé pour refaire cette casquette, et donc savoir pourquoi, et puis surtout, vu qu'on doit être sous garantie décennale, qui va payer la facture. Vous avez à la fois répondu dans votre question sur le fait qu'il y ait une garantie décennale. Lorsqu'il y a eu un expert qui est venu, il a indiqué qu'il fallait refaire les choses à l'identique par rapport à ce qui avait été évoqué, ce qui avait été fait précédemment, mais que cela avait été mal posé. Néanmoins, il semblerait que nous voulions faire plutôt comment peut-on dire, un plastique, mais une matière qui soit légèrement plus épaisse pour être certain. Bien évidemment, un plexi, voilà, merci, qui sera légèrement plus épais, et cela devrait, comme vous avez pu le voir, se faire dans les mois qui viennent, à partir du moment où nous avons évidemment demandé aux entreprises de pouvoir. Les assurances qui payent. Mais vous avez indiqué tout à l'heure qu'il y avait une garantie décennale. Vous êtes artisan, vous savez ce que ça veut dire. Vous savez ce que ça veut dire. Il y a eu un contentieux. Oui. Est-ce qu'on pourrait avoir copie de l'ensemble des décisions qui sont intervenues, ainsi que éventuellement s'il y a eu un rapport d'expertise, et d'un point de vue plus bassement financier, avoir accès à la convention d'honoraires entre l'avocat de la commune et la commune, ainsi que les différentes factures qui ont été réglées? Bon, écoutez, pour les différents aspects, si je peux me permettre, c'est dans le compte administratif, mais cela ne me dérange nullement que vous puissiez avoir accès aux différentes factures Il faut que je fasse de une votre demande confrère. Non. Il faut que je fasse une demande écrite, non, c'est bon. C'est noté par Madame Carton. D'accord, merci. Voilà. Monsieur. Avant Sylvie, juste rapidement, on avait parlé d'un audit d'organisation en fin d'ancien mandat. On en a reparlé au début de celui-ci, donc j'aurais voulu savoir où c'en était. Et puis vous demandez également... C'est Laurence Leroulet qui va vous répondre. D'accord. Et donc, comme ça, après, vous pourrez répondre aux trois, je me tairai après. Vous demandez également de ne pas faire avant que la délibération soit votée. On l'a encore vu ce soir pour la mise en place du son. C'est toujours désagréable de voir qu'on nous fait voter une délibération alors que les choses sont déjà mises en place. Et puis un dernier petit mot sur l'expression de la minorité. Donc c'est bien, monsieur le maire, vous avez envoyé au front à la fois vos adjoints et vos agents. Cependant, j'attends que le règlement intérieur soit voté, soit rédigé et puis voté. Et je redis que j'estime ne pas avoir la place suffisante pour exprimer au nom de mon groupe raisonnablement. Voilà, c'est l'adverbe que je veux utiliser. Merci. Laurence. Alors, concernant l'audit pour le centre de gestion, ça va être fait par le centre de gestion. On les a rencontrés il y a 15 jours. On a vu Madame Richard et elle doit nous envoyer un devis. On lui a donné les éléments pour qu'elle nous fournisse un devis pour que cet audit puisse de nouveau être fait. Voilà, on attend les éléments. Dès qu'on les a, on les communiquera. Le son, comme tu dis, a déjà été mis en place. Il a été mis en place pour l'ouverture de la saison culturelle. Il est resté là parce que, en fait, l'association n'utilisait pas le son et, en fait, n'est pas venue récupérer son matériel. Mais en aucun cas, la convention a démarré. D'ailleurs, j'indique que peu de gens de votre groupe, M. Pires, étaient présents. Moi, j'y étais pas. Au lancement de la saison, j'y étais pas.
Donc moi j'ai une précision par rapport au dernier conseil municipal où on a eu l'occasion de débattre avec vous, Monsieur Roirmont, du coût final de l'inox, pour lequel vous m'aviez affirmé que le coût était bien de 4,4 millions et non pas de 5,5 millions, comme je vous l'affirmais, en me disant qu'il y avait une histoire de FCTVA, etc. Donc compte administratif 2016, opération numéro 171, coût final 5,5 millions. Donc effectivement, vu des débats qu'on a eus ce soir, on peut regretter que pour 5,5 millions, on n'ait pas anticipé l'installation d'une sonorisation convenable pour une salle de cette envergure. Donc premier point. Deuxième point, M. Bouffin n'est pas là, c'est bien dommage. Alors je félicite M. Bouffin de son investissement au sein de la commune, puisque j'ai posé 2 questions qui relevaient des compétences d'urbanisme et personnel, et j'ai été très surprise que ce soit M. Bouffin qui me réponde, et qui me répond qu'il était en charge de collecter ces éléments, à savoir les statistiques absentéisme qui m'ont été remises ce soir par Mme Carteron, et la liste des ERP pour lesquels il m'a mise en accessibilité, pour lesquels il m'a expliqué qu'il était en train de collectionner les éléments. Ok, merci. Alors, je vais vous répondre très directement. Là, vous le savez, même si vous êtes nouvellement élu, jusqu'à maintenant, la commune de Langeais récupérait le FCTVA l'année d'après. Donc quand je vous ai dit que la salle inox, le complexe inox, parce qu'il n'y a pas que la salle, à la fois ici et l'école de musique, coûtait 4,5 millions, c'est que 5,5 millions, comme vous l'indiquez, moins une récupération de TVA de 18%, vous êtes à 4,5 millions. Voilà. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Mais vous pouvez ne pas être d'accord, mais... Le compte administratif, c'est quand même bien ça qui fait foi. Vous avez une opération d'investissement à 5,5 millions. Oui, mais je vous le dis... Notre parole contre la mienne, c'est ce dont vous parliez tout à l'heure. Mais le FCTVA n'est pas reversé sur l'opération, il est reversé globalement sur le budget de l'année. Il n'est pas reversé sur telle ou telle opération, il est reversé globalement sur le budget. Mais le coût de votre opération est bien de 5,5 millions. Le coût qui a été payé par les Langésiens est de 4,5 millions, 5,5 millions avec un remboursement de 1 million de FCTVA au fur et à mesure de l'avancée des travaux. C'est fait chaque année. Cette salle a été commencée en 2013, elle a continué en 2014, elle a continué en 2015. Et si vous aviez regardé jusqu'au bout, avec bonne foi, ce que je ne doute pas de votre part, non, je ne le doute pas, vous auriez bien vu que certaines années, on récupérait beaucoup plus de FCTVA. Voilà, je crois que les choses, vous voulez faire dire des choses qui ne sont pas, que vous interprétez à votre façon, mais dans toute collectivité locale, on récupère la TVA. Voilà. J'interprétais rien, monsieur le maire. Aujourd'hui, on a des emprunts on a des encours d'emprunt qui ont été supérieurs, c'est bien qu'il a fallu financer ce surplus. Donc, il n'a pas été compensé par le FCTVA. Parce qu'il y a eu d'autres travaux, le FCTVA a servi à faire d'autres travaux sur la ville. Voilà. Voilà. Et sur le sujet du fonctionnement, enfin, vous pouvez clarifier la situation, parce que moi, je vous avoue que je suis un peu perdue, là. Bon, écoutez, je pose des questions qui relèvent de domaines de compétences de 2 adjoints. C'est un autre adjoint qui me répond. Je me suis fait toquer en début de mandat parce que je n'ai pas questionné la bonne personne. Bon, on m'a dit adressez-vous au service compétent, donc j'aimerais bien on vous a, bien évidemment, les différents aspects que Gilles Bouffin vous a, ont un rapport sur l'aspect financier. Voilà. La mise en accessibilité des ERP, non, je n'ai pas demandé le montant des travaux, j'ai demandé quels équipements étaient mis en accessibilité. Donc, ça correspond, vous savez, on a pris du temps, on prend du temps, on va vous répondre, on prend du temps. Vous savez, je vais vous dire, à chaque chose son temps. On prend du temps pour vous répondre, parce qu'on ne peut pas passer son temps non plus à vous répondre. On va le faire, M. Bouffin le fera. Vous savez, moi je demande certaines fois des rendez-vous, et ça met très longtemps, très très longtemps. Et je ne veux pas aller plus loin jusqu'à maintenant, ce soir.
Mais je le dis très clairement. Nous vous répondrons. Gilles Bouffin a peut-être légèrement plus de temps que d'autres, mais il vous Mais répondra. pourquoi c'est monsieur Bouffin qui nous répond? C'est ce que je comprends pas. Non, attendez, s'il vous plaît. On vous répondra au fur et à mesure sur les différents aspects, parce que bien évidemment, sur les remplacements, il y a un aspect financier, sur l'aspect que l'on doit programmer dans le temps, les aspects pour que les gens puissent aller dans les ERP, on le fera aussi. Voilà, je voulais vous... Juste préciser votre question. Vous voulez la liste des ERP simplement? Mais oui, Mais c'est la question que j'avais posée au dernier. Je vais vous transmettre avant la fin de la semaine la liste des ERP. Je pensais que vous vouliez les ERP, mais vous aviez parlé de l'ADAP aussi. Oui, donc, l'ADAP, tout à fait. L'accessibilité à tous les ERP, évidemment, vous savez, comme toutes les communes, c'est très compliqué de le faire, etc. Donc on décale, on a des dérogations, etc. Et je voulais vous donner quelque chose de chiffré, parce que c'est bien beau de vous dire, on va faire ça en 2021, alors qu'on ne va pas tout faire en 2021. Donc c'est pour ça que M. Bouffin, qui lui, quand même, est le garant du package financier, vous êtes qui collectez les données, donc de ma part. Après, la date est gérée par Edia Gamet. Donc pour collecter toutes ces informations, pour vous donner en fait une visibilité dans les 2-3 ans qui arrivent. Par exemple, je peux vous dire que l'accessibilité de la mairie sera faite certainement l'année prochaine, etc. Et qu'à chaque fois qu'on va... Si on a l'accord de l'ABF. Oui, parce qu'on a la problématique de l'ABF. Après, tous les bâtiments qu'on va rénover pendant notre mandat, on a parlé par exemple du COSEC, etc., et bien l'accessibilité sera traitée à ce moment-là. Donc c'était pour vous donner des données fiables. Maintenant, si vous voulez la liste des ERP, vous l'avez en fin de semaine sans problème. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée. Je lève la séance.